Info Télévision, bienvenue. Nous sommes encore là jusqu'à 18h52. On aura l'opportunité de parler encore de politique ce soir. C'est désormais officiel. Le Parlement camerounais a validé la prorogation, bien sûr, des mandats des députés et des conseillers municipaux pour 12 autres mois. Donc, c'est jusqu'en mars 2016 qu'on aura l'occasion d'avoir la 10e mandature en poste au niveau, bien sûr, de l'Assemblée nationale et dans les différentes collectivités territoriales décentralisées. On parlera également d'éducation ce soir, puisque la ministre des Enseignements secondaires, Nalova Lyonga, a décidé de suspendre la collecte des frais d'APE et d'examen dans tous les établissements publics du Cameroun jusqu'à nouvel ordre. Qu'est-ce que ça peut véritablement cacher? On va donc analyser cette dernière actualité qui nous vient du côté du MINSEC. Mais avant, on aura l'occasion à l'entame de cette émission de parler d'insécurité. Les femmes, désormais, c'est confirmé, agressent dans les taxis. On croyait que ce n'était que l'apanage des hommes, les agressions dans les taxis. Désormais, elles deviennent expertes à base de couteaux ou encore, j'allais dire, d'armes blanches ou d'armes de fusil radicalement. Elles, bien sûr, agressent des passagers dans les taxis en complicité, évidemment, avec les hommes, puisque on ne va pas dire qu'on a des Amazones maintenant pleines dans les taxis. Du coup, voir une femme dans un taxi, ça ne sécurise plus. C'est une sensibilisation que nous allons faire à l'entame de cette émission. Installez-vous confortablement. Le temps d'une transition, on dit bonsoir au panel. Même le 6 99 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez le bonheur d'être connecté à nous. N'hésitez surtout pas à en faire bon usage tout au long de cette émission. Je le réitère pour les amoureux des tabloïds, peu importe votre position géographique, vous pouvez réagir et bien sûr nous ferons ce que nous pourrons pour rendre solennel toutes vos réactions tout au long de ce programme. Une fois que je l'ai dit, je vais dire bonsoir à Eugène François Toundé, conseiller municipal dans la commune de de Bangassina qui est avec nous ce soir. Il sera encore la voix du RDPC. Je parlais à celui de Mingang il y a quelques minutes au téléphone, donc on peut comprendre que je puisse superposer, mais rassurez-vous, c'est bien Bangassina. Bienvenue, monsieur le maire. C'est un bonheur de vous retrouver. Félicitations, vous êtes là encore pour 12 mois. Un an de plus. Merci. De mangeoire et de tranquillité. Merci, madame Rosalie. Merci pour l'invitation. Bonsoir mes copanélistes, bonsoir au Mbamekim et à Bangassina en particulier, où je suis conseiller municipal. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve et j'espère, comme d'habitude, apporter ma contribution pour que les Camerounais qui nous écoutent chaque soir puissent être édifiés sur les questions que vous avez bien voulu soumettre à notre analyse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aimé Cyprien Olinga est également avec nous ce soir. Dois-je encore le réitérer qu'il est président national du FDR, Fonds démocratique révolutionnaire. Merci d'avoir accepté notre invitation, président. Bienvenue. Bonsoir Madame Dessélé, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je voudrais saluer de manière tout à fait patriotique tous les révolutionnaires et les militants et sympathisants de mon parti, le FDR, le Front démocratique révolutionnaire du Cameroun, évidemment, qui sont déjà scotchés et nombreux et qui nous suivent attentivement. Merci d'avoir accepté. Bien sûr, le docteur Hubert Essumba est également sur le plateau du Grand Soir ce soir. Il est enseignant. Merci d'avoir accepté et merci d'être là. Oui, merci beaucoup. Bonsoir Rosalie, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs scotchés de partout dans le monde. Mais avant toute chose, permettez que je fasse un coucou particulier justement au plus beau village de l'Afrique centrale, c'est-à-dire Elikakang, parce qu'à qui justement j'ai dit bonsoir de façon non seulement patriotique mais beaucoup plus fraternelle aussi. Je voudrais également faire un coucou à un téléspectateur qui est très fidèle avec son style, qui a déjà commencé à faire des fans de partout dans le monde entier. Je peux faire allusion justement à M. Thomas Massok, parce que justement avec son style déjà connecté devant le petit écran. Ça c'est Massok qui s'exprime là. Je voudrais justement m'exprimer aussi, exprimer ma joie de retrouver
retrouver Info TV parce que ça fait quand même aussi un peu 2 ou 3, 4 semaines ou bien un mois parce que justement je ne suis pas à côté, mais Dieu voulant, nous sommes ce soir et j'espère effectivement que nous aurons de la profondeur pour essayer un peu d'apporter du contenu par rapport aux thématiques arrêtées par vous au cours de cette émission. Je n'en doute aucunement, docteur Hubert Issomba. Et bien sûr, le 4e invité, toujours attendu, Benoît Esiguet, qui va nous rejoindre pendant que, moi je vous suggère qu'on rentre dans notre première thématique. Et bien sûr, dernier salué et premier à intervenir, je le disais à l'entame de cette émission, les questions d'insécurité dans les transports en commun inquiètent un peu plus ces derniers temps. Est-ce les vacances? On n'en sait trop rien. Peut-être le fait que les mouvements soient un tout petit peu accélérés à travers les différentes villes. Mais on a constaté quand même qu'il y a de plus en plus d'agressions dans les taxis et la nouvelle technique, c'est bien sûr le fait qu'on mette des femmes en évidence dans ces taxis. Vous le savez, il y a encore quelques temps, quand on voyait que des hommes dans la nuit, on avait une tendance à se réfréner un peu, à s'inquiéter. Mais désormais, même les femmes ne nous sécurisent plus puisque ce sont elles qui agressent désormais dans les taxis, docteur Hubert Issomba. Oui, justement, ça rentre en droite ligne avec les dynamiques sécuritaires parce que même dans votre maison, si vous avez déjà un enfant qu'on aime appeler l'enfant prodige, cet enfant prodige est plus dangereux que ceux qui sont généralement récalcitrants parce que généralement les récalcitrants prennent l'enfant dont on dort l'autre à la maison parce qu'on sait très bien qu'il se comporte très bien pour qu'il maintenant il va passer comme une lettre à la poste pour justement poser des actes que vous pouvez même plus vous reconnaître. Même dans les établissements scolaires, c'est exactement le genre d'élèves que les dealers utilisent généralement pour pouvoir arriver à poser leurs actes odieux. Alors quand vous voyez la femme justement, c'est la féminité, c'est justement la douceur, c'est justement la maternité. On faisait effectivement, on croyait en réalité que lorsqu'on est en face d'une femme, donc c'est la maman ne peut pas vous voir souffrir et les bandits ont réussi justement parce que c'est aussi comme le micro. C'est comme le micro parce que si vous vous cantonnez, même les pièges au village, si vous pensez que vous allez continuer à faire les pièges de la même manière avec le contexte d'Android aujourd'hui, je vous rassure que vos pièges ne prendront pratiquement plus rien parce qu'en réalité, même les animaux s'adaptent à des contingences, à des dynamiques révolutionnaires. Oui. Parce que c'est un problème de société. Parce que la sécurité en général et dans les transports en commun, et notamment les taxis, c'est pas seulement que les taxis de nuit. Puisqu'on les utilise et elles-mêmes, elles sont conscientes parce qu'elles savent ce qu'elles font là, puisqu'il y a un gain derrière. Et vous voyez, quand on commence par laisser un peu, je ne sais pas si c'est un laisser aller ou alors on dit bon c'est la tolérance ou alors je ne sais pas comment on peut qualifier cela. Vous allez voir qu'il y a aussi un autre comportement sociétal. Quand vous voyez les femmes de nuit que vous voyez au bord des routes là, ne venez pas les aborder sous forme de femmes. Il y a derrière ces femmes les hommes qui y sont cachés. C'est comme ça que ça prospère. Alors, quand vous voyez justement une femme assise dans le taxi, vous faites confiance, pensez que ici là justement c'est quelqu'un qui va vous amener à bon port, alors qu'en réalité il s'agit de deux complices qui vont jouer bel et bien un jeu. Moi j'ai failli être victime de ce genre de situation, mais Dieu m'a aidé d'être assez vigilant un peu plus tôt et moi j'ai réussi à m'extirper de la situation parce que il n'y a plus à faire confiance ni à l'homme, encore moins aux femmes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est inquiétant lorsqu'on ne peut plus faire confiance aux femmes, parce que logiquement, personnellement, c'était mon repère. Je me disais souvent quand je marche dans la nuit, si un taxi vient et qu'on n'a que des hommes et qu'il ne reste qu'une place, je ne monte pas. Le diable se transforme en beaucoup de formes. Le diable n'a pas qu'une seule morphologie. Si le diable se rend compte, parce que justement quand on parle des questions d'insécurité, nous faisons allusion au bien et au mal. Donc ça veut dire que moi j'aime quand je parle du mal, je parle justement généralement du diable. Quand il se rend compte que vous venez souvent vous accrocher ici pensant que c'est là où se trouve votre sécurité, il peut arriver justement à prendre cette morphologie pour vous donner l'impression que vous êtes en sécurité alors qu'en réalité vous êtes plutôt dans l'insécurité totale.
D'accord. Président Olinga, on se fait dépouiller désormais par la gente féminine, autrefois qualifiée de sensible, de discrète, de pure. Mais aujourd'hui, elles sont entachées par une nouvelle donne qui voudrait qu'elles soient même des meneuses de troupes. Bon, c'est vrai qu'on a dit que partout on voudrait voir une sorte de révolution, des femmes qui prennent le contrôle de tout. Mais on n'attendait pas aussi qu'elles prennent le contrôle du banditisme. C'est... on se disait qu'elles prennent le contrôle dans le boulot, dans la famille, mais apparemment elles ont très bien compris la leçon, puisque même dans le banditisme, elles sont en train de prendre le contrôle. C'est compliqué, hein? Ça inquiète même. Je suis d'accord avec une partie de l'analyse qui a été précédemment faite par le docteur pour dire que c'est des dynamiques de société. La société, elle évolue et avec ses mœurs. Absolument. Voyez-vous, je pense que c'est le fait des contingences actuelles de l'évolution de notre société. Une société qui, de plus en plus, est en train de se moderniser. Et quand une société se modernise, la modernisation se fait avec toutes ces contingences. Il y a naturellement aussi, dans cette évolution-là, les tares et les avatars des sociétés modernes. La consommation des drogues et même leur vente et tout ça. Vous savez que les sociétés les plus avancées, je parle un peu les États-Unis, c'est une société éminemment violente aussi, hein, où on trouve des bandits de grands chemins, des grands trafiquants, et ainsi de suite. Donc, c'est des dynamiques sociales qui se mettent en place lorsque une société est en train de muter d'une société traditionnelle vers le modernisme. Ça, c'est d'un. Mais davantage, je voudrais aussi dire que ailleurs, on se serait attendu quand même que dans un pays qui est éminemment gouverné, je pèse bien mes mots, que ces tares-là soient réduites à leur simple expression. Or, lorsqu'il y a une espèce de multiplication des cas de dépravation de ce genre, ça traduit également l'état de délabrement très avancé de la société, et si vous voulez du pays. Parce que il est quand même dit, c'est l'État qui garantit à chacun de nous comment on appelle, la sécurité. C'est la responsabilité de l'État est de vous garantir la sécurité, celle de vos biens également. Donc à partir du moment où on n'est plus en sécurité nulle part, et il s'avère à ce moment-là, on peut analyser cela comme une défaillance criarde, n'est-ce pas, de l'État. Et naturellement aussi, je voudrais aborder les comportements d'une société où des gens ont perdu des repères. Voyez-vous, nous sommes dans un pays, et je crois qu'on parlera des autres sujets aujourd'hui, et vous verrez que tout se tient. Tout se tient. On est dans une société quasiment ou plus ou moins amorale, où ce qui est interdit est de plus en plus érigé en règle sociale. C'est-à-dire que c'est la vertu aujourd'hui qui est un problème. Mais quand vous vous affichez dans des comportements quelconques, quelquefois déviants, on vous applaudit. Il y en a qui applaudissent ce genre de comportement. Et voyez-vous, quand les dirigeants qui doivent, pour ma part, et c'est pour ça que mon parti a choisi l'idéologie révolutionnaire, qui est une idéologie de rectitude et surtout une idéologie de discipline dans tous les sens du terme. Parce que nous sommes rendus compte que notre société est allée très bas, et elle vole très très bas. La corruption qui gangrène les administrations, qui gangrène le corps social, vous avez les détournements massifs de fonds publics, vous avez des gens qui se gargarisent même de fêter des milliards alors qu'ils ne sont pas supposés avoir des milliards au regard de ce qu'ils gagnent normalement en termes de salaire et autres. Eh bien, il y en a, il fait cela, et puis quand on vous demande, il fait quoi? On vous dit, c'est un directeur d'une administration. Or, on sait combien touchent les directeurs d'administration. Ça fait qu'en réalité, à un moment donné, les autres, j'allais dire, composantes de la société, je dirais le bas peuple, j'aime pas trop utiliser ces termes-là parce que, de mon point de vue, il est rébarbatif. Du moins, les citoyens qui ne sont pas très bien lotis estiment à un moment donné que les autres ont tout pris et qu'il leur faut aussi survivre.
Il faut absolument survivre. Nous sommes donc là dans une histoire où les gens se disent, comme cela, et ils sont arrivés là où ils sont arrivés, et ils prennent tout. Mais il nous faut quand même aussi avoir la possibilité. Mais pourquoi ils ne partent pas agresser ceux qui ont beaucoup? Pourquoi ils sont cachés? Pourquoi ils sont cachés? C'est ça. Donc, ils doivent dépouiller ceux qui n'ont pas déjà assez. Ils ne prennent pas les taxis. Non, le problème, c'est qui, justement, que vous... Enfin, le docteur le dit si bien, vous voyez bien comment, ou là où habitent ceux qui prennent ou qui font des milliards. Ben, du coup, on se fait du mal mutuellement alors qu'on souffre tous. Vous avez monsieur qui est chez lui, qui a une clôture de 5 mètres de hauteur, c'est pas toujours évident d'avoir accès, qui a 2-3 chiens allemands, et puis qui a même des policiers, des militaires, des gendarmes, quelquefois des sociétés de gardiennage. On n'accède pas facilement dans ce type de lieu. Maintenant, on va vers le plus faible, le maillon faible. C'est qui? C'est le citoyen lambda qui ne veut que, justement, vaquer normalement et en toute sécurité. Et moi, j'ai dit à ces bandits qui, ma foi, justement, c'est pas que j'encourage les bandits à aller voler chez les grands, mais je dis que c'est quand même une injustice d'aller prendre chez ceux qui n'en ont pas déjà. Il faut, si tant il est que ils se rebellent contre la société et ses injustices, il vaut mieux aller chercher là où se trouve parfois le patrimoine collectif. C'est-à-dire ceux qui ont volé, qui volent tout l'argent, qui ne réalisent aucun projet, ainsi de suite, ainsi de suite. Je voudrais chuter en disant à nos compatriotes que il n'est pas bon, justement, de mettre la société dans cet état d'insécurité généralisée. Le bandit que vous-même vous décrivez comme, ou la bandite, c'est même plus ce que je dois dire, que vous-même vous décrivez comme quelqu'un de souffreteux et qui a besoin de survivre. Parfois certains ne souffrent pas, parfois certains aussi, ils veulent avoir un train de vie à peu près équivalent à celui de ceux qu'on vient de décrire. C'est-à-dire qu'il y en a quand même qui ont le minimum, mais qui se livrent à du banditisme. Il faudrait donc que mais davantage, je voudrais interpeller l'État. Comme je l'ai dit tantôt, c'est la faillite de l'État aussi. Parce que c'est l'État qui doit garantir à chaque citoyen un minimum de sécurité. Et chaque fois qu'un citoyen est agressé, c'est l'État également qui a failli. On ne dit pas qu'il faille mettre un gendarme dans tous les taxis, mais il y a des techniques aujourd'hui modernes qui permettent justement de sécuriser la population. Vous allez sûrement me les citer, le temps de permettre à monsieur le maire de jeter un regard sur cette thématique aujourd'hui. Les méthodes se multiplient, on endort de plus en plus les gens. Donc, c'est un constat. Si on prend une pochette, on veut vous aider avec un Kleenex dans un taxi, même comme vous n'aimez pas souvent acheter les Kleenex, refusez pour cette fois-là, parce que dès que vous aurez mis sur votre visage, très souvent, vous allez vous endormir et allez vous réveiller quelque part où vous êtes déjà dépouillé. Dieu merci, jusqu'ici, ils n'ont pas physiquement, en fait, atteint physiquement les personnes qui ont été agressées dans notre entourage, mais ça peut finir par arriver. Donc, il faudrait être très, très, très regardant sur les gentillesses de certaines dames désormais dans les taxis, monsieur le maire. Moi, je pense que c'est même dans ce sens qu'il faut aller. Ouais. Dans le sens de sensibiliser nos sœurs, nos frères, qui se laissent encore tromper la vigilance parce qu'on a vu une dame ou parce qu'on a vu un jeune garçon et penser qu'on est en sécurité quand on emprunte un taxi. Parce que toutes les raisons qu'on peut vouloir évoquer vont trouver les limites. Tellement les raisons sont diverses pour lesquelles on retrouve des gens en train d'agresser les autres. Voilà pourquoi je pense que, quelles qu'en soient les causes, on ne peut pas encourager ce phénomène, on ne peut pas justifier ce phénomène. On doit plutôt encourager nos concitoyens à ne plus être naïfs. Il faut vraiment, à défaut de suivre son intuition, éviter d'emprunter des taxis à des heures tardives lorsqu'on est seul. C'est ainsi qu'on peut limiter ce fléau. Parce que l'image de la femme est une image rassurante. Puis encore, quand elle semble jeune et belle. Quoi de plus normal de se sentir en confiance lorsqu'on emprunte un taxi. Or, les stratégies d'agression, les techniques évoluent. Quand bien même ils se rendront compte que on emprunte des taxis et quand on voit une femme et qu'on fait autrement, ils vont encore adapter une autre stratégie pour toujours arriver donc nous également, on doit être en perpétuelle réflexion pour identifier les nouvelles techniques mises en place. Parce que, voyez-vous, le président Olinga, c'est à dessein que lui peut fustiger l'État
Mais il faut comprendre que même dans les pays développés, c'est un phénomène qui existe. Il n'y a pas... La majorité des grands coups dans le monde ont toujours été faits avec la complicité des femmes. C'est l'environnement africain qui nous a fait penser à un moment que la femme maternelle, la femme maman ne pouvait pas se retrouver dans ce genre de choses. Mais c'est une réalité africaine. Dans la majorité des coups foireux, vous allez toujours vous rendre compte que la femme est au centre. Et je pense, de mon point de vue, que on doit beaucoup plus être vigilant, quelles qu'en soient les personnes. Quand l'heure est vraiment tardive, il vaut mieux dormir là où vous étiez, à défaut de vous faire accompagner, parce que le risque n'est pas zéro. Et on ne connaît pas le visage du méchant, qu'il soit homme ou femme, qu'il soit même un jeune garçon. Dès que le couteau est sorti, même le jeune garçon, vous devenez faible en face de ce petit garçon. Maintenant, les raisons, vraiment, elles sont éparses. On peut en discuter. Parce que vous allez voir des gens qui agressent, alors que, comme il a dit, ils n'ont pas forcément, c'est pas forcément dans le besoin. Et on ne peut pas justifier que c'est la réponse à la malgouvernance. Certains même sont de bonnes familles, mais ils ont pris pour option d'être des bandits de grand chemin. Donc, il faut seulement le fustiger et dire que c'est quelque chose d'anormal pour un continent africain où nous pensons que les valeurs sont notre socle, où nous pensons que la vie humaine est sacrée, et de là à passer à utiliser les femmes. C'est même une atteinte sérieuse à nos valeurs. Malheureusement, la mondialisation fait que nous, ceux qui regardent aussi des séries policiers dans les films, commencent à se laisser aller dans ce jeu, à se prêter même des rôles de chefs de gang, au point où on ne peut que sensibiliser nos sœurs, nos mamans à éviter. Parce qu'il y a tellement de techniques. Il n'y a pas que celle de la femme au bord du taxi. Il y a même celle de quelqu'un qui se passe pour un prêtre, qui vous raconte une histoire de délivrance, et il y a une dame à côté qui témoigne des exploits de ce pasteur. Et comme les femmes sont très sensibles, elles se laissent emporter, et puis elles se font agresser. Des techniques où on veut bénir l'argent, et après, c'est des paquets de formats que vous vous retrouvez avec dans le sac. Les bandits utilisent tellement de techniques qu'il faut seulement faire preuve de prudence et d'intuition et de prudence, parce que vraiment, quand une heure est vraiment tardive, il vaut mieux ne pas emprunter un taxi, à défaut de se faire accompagner. Ce que j'aime aujourd'hui, c'est que Hubert Essomba, le moyen de transport récent qu'on nous a sorti, où on se disait on pouvait commander pavé, même là il y a déjà le four. Oui, le Yango. Oui, ça a déjà été infiltré également, donc du coup les techniques évoluent. Le bandit, eux aussi, ils s'ajustent. Eux aussi, ils travaillent pour voir comment rester en action. Comment on se protège. Vous savez, je voudrais ajouter quelque chose à la suite de M. Romer pour dire que les agressions dans les taxis, ce n'est pas seulement la nuit. C'est même en plein jour. Parce que si on réussit aujourd'hui à sensibiliser pour dire, retenez que dès que vous arrivez à 1 heure tardive, n'en prenez plus le taxi, ceux qui justement travaillent parfois jusqu'à une certaine heure, eux, ils vont se comporter, comment ils vont prendre quoi, puisqu'ils n'ont que le seul moyen pour aller de son lieu de service vers son domicile. Pour dire que tout ce que nous voyons là, monsieur le maire, il s'agit de défaillances sérieuses en termes d'éducation. Et comment on s'en protège alors, puisqu'il faut bien qu'on... Il faut revenir justement, parce que non seulement il y a une défaillance, il y a une confusion dans le cadre de l'éducation, instruction. Puisque vous voyez que quand on parle d'éducation, beaucoup de gens se focalisent sur l'école. Alors que l'éducation commence déjà même à la maison et reste plus hors même des circuits de l'école. L'école est là pour l'instruction et peut arriver à compléter partie de certaines formations pour pouvoir rendre le citoyen complet lorsqu'il a commencé par être éduqué depuis la maison. Pour sortir de cette situation, je vous dis qu'il faut combattre avec efficacité cette confusion entre éducation et instruction pour se réapproprier les mécanismes de formation du citoyen républicain. Que les parents commencent à jouer leur rôle. Effectivement. Et pour arriver à ce stade, vous voyez que le parent en lui-même aussi est aussi une victime. Puisque le parent, à longueur de sa vie,
passe le temps à chercher de quoi se survivre. Ben, dans ce cas, Ouais. donc, Là également, ça bandits, devient... si on ne peut pas c'est une les chaîne. éduquer. C'est un peu comme une chaîne alimentaire. Pour combattre cette affaire, il faut combattre bien le système qui a réussi à mettre sur pied ces mécanismes. D'accord. Il faut qu'on ait le parent qui réussit à avoir un bon boulot pour qu'il ne soit plus en train de courir toute la journée et qu'on puisse avoir l'éducation des enfants afin qu'on n'ait pas des agresseurs ou des agresseuses. Au sein de votre famille déjà au départ. D'accord. Bonsoir Benoît Issiga. Vous êtes président du syndicat Entente et vous êtes un acteur important de CAOF. Merci d'avoir accepté notre invitation et depuis quelque temps également, vous bataillez dans le cercle de mouvements politiques également au Cameroun pour apporter votre pierre à l'édifice. Vous êtes pour des coalitions pour les élections à venir. Merci d'être là et bienvenue, même quand vous nous arrivez en retard. Est-ce que vous étiez obligé de Je suis dire ça? seulement obligé. Même. Tout le monde entier sait que je déteste les retards. Et moi, je déteste qui? Bon, bref, merci beaucoup et bonjour. Bonjour aux panélistes, bonjour aux téléspectateurs. Je voudrais adresser mes excuses aux panélistes, à toi-même et aux téléspectateurs à qui tu mets dans la sauce pour qu'ils sachent que je suis venu en retard alors qu'ils n'ont pas vu arriver en retard. J'ai trouvé un sujet sur la table. Justement, on est en train d'en sortir. On a constaté que les femmes également se prêtent désormais au jeu d'agression et elles deviennent des expertes puisqu'elles attaquent désormais les gens dans les taxis et on essayait de dénoncer un tout petit peu et de suggérer aux populations des idées comment s'en protéger désormais. Vous savez, tous les phénomènes sociaux ont un début. Hein. Il y a toujours quelque chose qui provoque. C'est comme une crise. Il n'y a pas une crise. Et si vous ne regardez que les conséquences, les effets, et que vous ne voyez pas d'où ça vient, ça risque d'être compliqué. C'est comme on dit chez nous, moi je suis un petit, on dit tu vas attraper le serpent vers le milieu, bon alors il va te mordre. Donc il faut s'attaquer aux causes. Et pendant que j'arrivais, je vous ai entendu parler des causes systémiques, c'est-à-dire que ça part des choix politiques et jusqu'à l'application de ces politiques qui débouchent donc sur cela. Et dans les choix politiques, justement, il y a l'éducation, il y a l'instruction, il y a parfois, j'ai vu, par exemple en France dernièrement, j'ai vu qu'ils sont en train de préparer des lois pour que si un enfant récidive dans la délinquance, on supprime un certain nombre de biens dont il bénéficiait. Ouais, s'il y a eu récidive, le parent qui recevait les allocations de telle ou telle manière, ben, il ne les reçoit plus. Ça, c'est-à-dire qu'on fait la punition dans la poche. Et ça, vous êtes donc obligé de vous y mettre. Or, est-ce qu'aujourd'hui, ici, notre système permet ce genre d'action? Il faut s'interroger. Non, la réponse parce que si cette population n'a déjà pas d'argent, vous allez encore couper quoi? On va y arriver, je suis syndicaliste et donc ça c'est mon dada. Non, je crois que la réponse se trouve dans les conséquences. S'il y a les conséquences, ça veut dire qu'on n'a pas pu subjuguer les causes. Et on va faire, il a parlé de quadrature du cercle. On tourne en rond, il faut partir du départ. Les mauvais. On le voit, hein, monsieur le maire, il peut être agressé. Moi, je peux être agressé. Il n'est pas utile de dire non, on a fait de mauvais choix. Il faut le reconnaître. Évidemment. Et moi, je peux aussi le dire avec les autres. Dans tous les pays, ça existe. Mais ce n'est pas une excuse. Il faut que nous, on essaye. Qu'on mette en place des systèmes qui endiguent ce mal, quitte à ce qu'on voit pourquoi ça continue malgré ceci. Mais et qu'est-ce qu'on peut mettre en place donc pour endiguer le mal? Ben, je vous ai dit, de bons choix politiques, une bonne éducation familiale, des conditions de vie décentes pour permettre justement cette éducation et l'instruction qui accompagne donc l'éducation à la base et finalement la punition. La punition, il faut punir. Si c'est un taxi, et c'est pour ça qu'il y a certains détails que les gens ne voient pas. Lorsqu'on dit qu'on identifie les chauffeurs de taxi, il faut d'abord voir les propriétaires des chauffeurs de taxi. C'est eux qui doivent identifier leurs chauffeurs.
Et une fois qu'ils ont identifié leur chauffeur, ils sont responsables parce que toutes ces informations doivent remonter dans une banque de données de manière que quand une voiture a eu des agressions, on s'attaque à l'employeur tout de suite. Et c'est lui qui va savoir quoi faire avec son chauffeur. On a une traçabilité des transports en commun au Cameroun. Par exemple. Et je pense que les caméras dans les rues là pouvaient contribuer à... Les caméras l'ont déjà filmé que l'agression d'un simple citoyen après on a attrapé le... Mais puisqu'en plus on les désactive, bon. Il y a une actualité qui nous dit qu'on a désactivé que ça peut être, à la présidence. Ça peut être utile, ça peut être, permettre d'identifier ces cas d'agression. Bon, Benoît Esiga dit qu'on a même désactivé les caméras à la présidence. C'est ce qu'on nous a dit. Donc c'est les caméras... C'est ce que nous avons appris dans les journaux. On ne peut pas... cambrioler à la présidence. Ah ben oui, en dessous du bureau du président, quand même. Déjà, donc, les caméras de surveillance de la présidente de la République sont désactivées. Combien de fois le seront? Dans les taxis. Quelques caméras. Non, je crois que ce que nous disons là, il ne faut pas faire la fuite en avant. Les caméras, c'est encore des intermédiaires. Il faut aller regarder, il ne faut pas aller regarder et tout ça là, ça peut tomber en panne et tout ça. Ils sont des experts. Il faut qu'il y ait travail décent, conditions de travail décent, de bons choix politiques, éducation à la maison, qui est la conséquence de ce travail décent. Oui. Et maintenant, l'instruction viendra compléter. Et pour finir, la punition, la sanction. La sanction des parents, la sanction des propriétaires de taxis, la sanction des chauffeurs de taxi ou des motomanes ou des bus. Il faut arriver à ça. Il ne faut pas la tolérance administrative que nous connaissons ici. Il y a un moment où ça doit s'arrêter. La sanction judiciaire. La sanction. Tout ce qu'il a dit là. De la punition. Je dis sanction. Bah, écoute, il peut y avoir judiciaire, administrative et tout. Tout ce que vous voulez. Sanction. Sanction. Qu'on stoppe l'impunité. C'est ce qu'il faut. D'accord. Il y a les preuves. D'accord. Ouais. Tenue d'une couleur orangée pour une bonne dégustation médiatique. Monsieur Toundé, le méron de la mission étatique du Grand Air tout joyeux. Olinga, le révolutionnaire frustré des faits politiques du côté de Nkonyada. Et Somba, toujours rayonnant de son beau village, Eligekan. Pas Benoît, le vieux, où es-tu? Il est déjà là. Massok Thomas. Vous voyez qu'on a constaté que vous n'étiez pas là. Non. Ouais. La peur règne dans Monongola du fait d'une excroissance de l'insécurité de jour comme de nuit, a plongé les uns et les autres dans une vigilance extrême du fait des agressions physiques, a dépouillé, voire faire perdre la vie à bon nombre de compatriotes. Dans un véritable dépotoir humain et matériel, a donné du tournis. Nos grandes villes, du fait de l'exode rural massif, accueillent prostituées, braqueurs et autres métiers lugubres. À ternir l'image de la jeunesse hier, le fer de lance, Minalmi. Une véritable insulte. Aujourd'hui, la sensibilité et la répression que devraient manifester les forces du désordre se trouvent dans les tiroirs de l'oubli, et bienvenue l'insécurité. Seigneur, viens à notre secours. C'est Massok Thomas qui nous écrit. On va du côté du Burkina Faso. Ouais, madame. Les boucles d'oreilles vous viennent-elles de Mombasa? Vos tresses typiquement africaines vont justement éclairer la lunette noire du docteur Essomba que je salue. Camarade Olinga, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Courage à toi, cher camarade. Madame, avec la permission du président Olinga, s'il vous plaît, je veux son contact. S'agissant du sujet, avec tous les mots qui minent la société, comment voulez-vous qu'il en soit autrement? Multiplier de vigilance et surtout les taxis doivent avoir le voyant écrit taxi avec un numéro. C'est Paul depuis Ouagadougou qui nous fait donc cette suggestion. On va du côté de la Guinée. Bonsoir ma belle et charmante Rosalie. Le phénomène est l'une des preuves que le Cameroun est au bout du chaos. C'est signe que le Cameroun n'est plus réellement dirigé. C'est un pays où l'on vit en mode sauve qui peut, pays totalement abandonné. Le Cameroun est en quelque sorte Haïti en coup de téléchargement, et si le régime continue à se maintenir au pouvoir dans ces conditions dans un futur très proche, les conséquences seront palpables et le Moulinex n'aura plus assez d'espace ni les moyens de pouvoir broyer qui que ce soit. C'est Achille depuis Malabo qui nous écrit. Bonsoir
la plus belle femme des plateaux. Ça, c'est pour moi. Pour le sujet, il y a les hommes qui se déguisent en femmes. Il est tout simplement question d'être prudent en relevant le numéro de portière qui reste le seul fiable pour permettre d'éventuelles recherches. C'est Franck depuis Bokito. Bonsoir la grande. Les interventions des représentants du RDPC radicalisent chaque jour la population. Ce régime va tomber cette fois, quel que soit le temps revoté. Même la présidentielle, on est déjà armé pour les urnes. C'est Thomas depuis Yassa qui nous écrit ce soir. On va du côté du Gabon. Bonsoir madame. Pour moi, l'État doit mettre un policier dans tous les taxis de la ville. C'est ça la vraie solution. C'est Abdoulaye depuis Bitam. Bon, Abdoulaye, c'est le Cameroun, hein, en termes... C'est vrai que la population du Gabon peut-être peut permettre une telle solution, mais au Cameroun, ça va être compliqué quand même d'avoir un policier par taxi. Je ne suis pas sûr que ça va être compliqué. Bonsoir très cher Aîné. Elles agressent dans les taxis, c'est grave. Tout ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on attrape l'une d'elles, qu'on la mette à nu. C'est Achille Aimé depuis Yassa à Douala. Bonsoir Cathy depuis Mbalmayo. Monsieur Toundé, quel est le rôle des agents routiers? Voilà. C'est qu'elle demande quel est le rôle des agents routiers dans cette affaire. Le temps de nettoyer, nous on va poursuivre cette émission. On laisse l'insécurité et on parle un peu de politique, hein, même si c'est toujours une insécurité politique cette fois. La nouvelle est tombée hier, c'est désormais officiel. On le sait en fin de semaine, le projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale pour inviter donc à une prorogation du mandat des députés et des conseillers municipaux pour 12 autres mois, dont 1 an. Et bien sûr, hier, les députés se sont donc décidés, hein, ils ont pris la décision de valider cette prorogation. On n'a pas besoin d'attendre la sortie du président puisque c'est lui qui avait déjà demandé la prorogation. À partir de là, on peut déjà dire que c'est acquis. Donc, on aura les élections municipales et législatives en 2016. 26. Oui, 2026. Oh là là, pourquoi je sais, c'est fait que reculer, moi. Pourquoi je recule? Je n'aime pas l'année qui vient. 2026, puisque le mandat s'achevait en mars 2025. Donc, ils ont encore eu une année. Je ne vais pas vous demander à qui profite la prorogation, parce que vous êtes tous sourire, monsieur le maire. Bon. On a encore 1 an quand même à se sentir bien. Il faut dire que la prorogation profite au Cameroun. Pour la simple raison que, d'abord, il faut préciser que pour l'instant, il s'agit de la prorogation du mandat des députés. Celui des conseillers municipaux, en principe, devrait intervenir par un décret du chef de l'État. La demande était pour les deux. Il va parler, mais dès que la demande est passée au Parlement, tu vas encore qu'on fasse le débat. C'est un fait, mais je dis par rapport à ce que la loi prévoit. Tu veux seulement dire qu'il va venir confirmer encore. D'accord. Et maintenant, pour revenir à cette prorogation, il faut dire que d'abord, elle est constitutionnelle, donc ce n'est pas un acte illégal, ce n'est pas une procédure illégale, encore moins illégitime, puisqu'elle est passée devant le Parlement. Et il faut dire que c'est à la lumière, ou alors à l'analyse de l'agenda politique en 2025, que, n'est-ce pas, le gouvernement ou alors le Parlement a jugé nécessaire, compte tenu du nombre important d'élections, législatives, municipales, régionales, présidentielles prévues en 2025 et surtout en tenant compte de notre environnement économique, de la crise financière qui sévit, qu'il a été jugé nécessaire de voir comment permettre à l'État de continuer à assurer ses missions régaliennes, payer les salaires des Camerounais, assurer le bien-être aux populations et ne pas seulement concentrer la majorité ou alors l'importance des revenus à des questions électorales, même si elles sont importantes pour la gestion de l'État. Projet de 12 mois est peut-être de trop pour les partis de l'opposition, mais ce n'est que 12 mois qui permettent qu'ils continuent, et même le RDPC continue à se préparer pour être prêt le jour dit, pour être prêt en mars 2026. De mon point de vue, ce n'est pas une question qui devait susciter beaucoup de tiraillements, parce qu'on n'a pas annulé l'élection,
On n'a fait que la proroger en 2026 et c'est une procédure qui cadre avec l'environnement institutionnel de notre pays. Cette démarche, cette façon de faire est prévue par les procédures de notre pays et de mon point de vue, c'est le Cameroun qui en profite parce que ça donne à l'État une respiration qui lui permet, n'est-ce pas, de mieux se comporter face à ses charges vis-à-vis du peuple. Je vois que si je ne donne pas la parole à Aimé Cyprien Olinga, ça va être compliqué. Hein? C'est très compliqué. Parce qu'au fur et à mesure que monsieur le maire parle, j'entends sa respiration. Sa respiration, tu n'es pas d'accord que c'est une faveur au parti de l'opposition pour leur permettre de bien se préparer pour 2026? Non, mais c'est plutôt vraiment un scandale, c'est une catastrophe, c'est à la limite du banditisme politique que le pouvoir est en train de faire. En réalité, le pouvoir est en train de faire une fuite en avant. Le président de la République, de mon point de vue, est en train simplement, avec ses amis, de justifier que nous n'aurons jamais de démocratie avec ce régime, pour peut-être 3 raisons. La première raison, de mon point de vue, c'est que cette décision de prorogation a pour objectif d'écarter un certain nombre d'acteurs politiques majeurs de la compétition électorale en ce qui concerne l'élection présidentielle. Ne cachons pas. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire en sorte que des acteurs comme nous, comme le professeur Maurice Kamto, qui savaient pertinemment que le calendrier politique allait être respecté et que nous devrions aller logiquement aux élections municipales et législatives en mars prochain. Et tout le monde sait quand même que des partis comme les nôtres, ce n'est pas des représentants dans les municipalités qui nous auraient dépassés, ou bien l'Assemblée nationale, pour remplir l'autre condition qui est celle de la présidentielle, d'avoir un parti avec au moins un élu. En réalité, le pouvoir, le président Biya, avec ses stratèges, ont réfléchi. Il faut nous exclure un certain nombre d'acteurs majeurs de la compétition présidentielle. C'est ça la première raison. La deuxième raison, de mon point de vue, et c'est toujours dans la dynamique, n'est-ce pas, de ce régime, de faire obstruction aux règles élémentaires de la démocratie. La deuxième, c'est que, de mon point de vue, c'est que le président de la République se dit, s'il organise les élections municipales avant les présidentielles, il est tout à fait logique que, à l'observation de l'état de délabrement avancé de notre société aujourd'hui, il perdrait la majorité absolue à l'Assemblée nationale en mars. Et de ce point de vue, avant octobre, il ne veut pas se mettre en difficulté, ayant une Assemblée nationale majoritairement contrôlée par l'opposition. C'est également cela. Donc pour vous, c'est une ruse politique? C'est une ruse malsaine qui démontre effectivement que le président de la République n'est pas dans la logique de respecter les institutions et la Constitution dont il est le garant de la saine application. Parce que la Constitution, et c'est pour ça que j'ai tout fait lorsque le maire parlait, c'est qu'il dit que c'est constitutionnel. Mais monsieur le maire, la Constitution fixe, c'est elle, notre Constitution, qui fixe les durées de mandat. Et c'est cette Constitution qui précise de manière claire que le mandat présidentiel est de 7 ans. C'est cette même Constitution qui précise clairement que le mandat des députés à l'Assemblée nationale et des sénateurs est de 5 ans. Le mandat des conseillers est de 5 ans. C'est la Constitution qui le fixe, qui fixe ces durées-là. Et naturellement, ce que vous évoquez fait partie de ce qu'on appelle les exceptions. Et si vous regardez donc le processus politique dans notre pays depuis au moins 3 ou 4 élections, il n'y a jamais eu d'organisation d'élections dans les délais fixés par la Constitution. Il y a toujours des prorogations. On ne peut pas ériger, monsieur Toundé, l'exception en règle. Parce que inverser très régulièrement le calendrier, c'est de faire passer l'exception, qui est la prorogation, comme règle, et rabattre la règle qui stipule que les élections doivent être organisées à temps, à l'exception. Et ça, c'est une ruse, c'est un banditisme qui démontre effectivement que ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas du tout d'une démocratie fiable dans notre pays. Et ça, nous ne pouvons pas accepter cela indéfiniment. Il y a également une autre raison fondamentale de notre point de vue. Et c'est que nous avons ici l'impression que M. Biya, au-delà de la peur de perdre sa majorité obèse si les élections municipales et législatives se passaient avant,
Il y a que, tout le monde sait qu'après une élection, on l'a vu après le double scrutin de 2020, et on le voit régulièrement lorsqu'il y a organisation des municipales et des législatives, qu'il y a souvent des tiraillements à l'intérieur du parti au pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a des batailles de positionnement entre les acteurs du même parti. Les acteurs du même parti, dû quelquefois, soit dans le cadre des, ils appellent ça quoi, les primaires. Les primaires, ça, bon, on peut dire les investitures. Les investitures. On sait que parfois, beaucoup qui sont frustrés par cette histoire d'investiture auront tendance, et si leur candidature n'est pas retenue, justement de claquer la porte et d'aller dans les partis comme les nôtres, les partis de l'opposition, pour se faire investir. Le président de la République le sait. Il sait que si ces élections se passaient avant, parce qu'on connaît, même dans nos villages, là, dans nos mairies, nous connaissons un certain nombre de maires qui sont vomis même par leurs propres partisans depuis. Et à l'intérieur du parti même, nous connaissons des acteurs qui leur promettent déjà de les foutre à la porte. C'est-à-dire à l'intérieur du même parti. Et de ce point de vue, j'ai l'impression que M. Biya ne voulait pas prendre le risque de voir son parti s'est déchiré en mars et ne pas avoir le temps de colmater les brèches, c'est-à-dire les blessures avant octobre. Et tout cela, c'est des calculs mesquins, parce qu'il faut que la démocratie fonctionne normalement. Et on ne peut pas, sur la base des humeurs de ceux qui dirigent, au mépris, comme j'ai dit, des règles, des dispositions pertinentes de d'autres constitutions, faire régulièrement passer l'exception comme la règle et rabattre la règle à l'exception. C'est inacceptable, c'est un cas grave et je crois que entre acteurs politiques de l'opposition, nous sommes en train de nous concerter. Dans le week-end, j'ai eu à discuter avec un certain nombre d'acteurs, des responsables politiques. Nous allons véritablement prendre des décisions qui s'imposent. Et nous appelons les Camerounais, parce qu'il s'agit de leur mandat, il s'agit de leur pouvoir. C'est le peuple qui est souverain. Et les Camerounais ne peuvent pas observer ce jeu mesquin se faire de manière régulière sans réagir. Parce que lorsque les dirigeants décident, sans même consulter, j'ai dit, sans la moindre consultation, la Constitution dit que le président de la République ne peut procéder à cette prorogation que dans deux cas précis. Le premier, c'est que l'État doit être en situation de crise majeure, en cas de péril grave de la nation. À mon sens, il n'y a pas péril grave. Il n'y a pas péril grave. Encore que, même si on va avancer les affaires du Nozo, mais on a organisé le double scrutin de 2020, il y avait déjà la guerre au Nozo. Donc il n'y a pas de péril grave. Et lorsque les circonstances existent, on vient nous balancer des histoires telles que vraiment on veut alléger le calendrier, comme si depuis 2020, on ne savait pas que le mandat des députés et des maires allait s'achever en 2025 et que c'était connu à l'avance qu'on aura 4 élections. Donc, parler de désengorger, d'alléger est un argutie. C'est un petit argument qui ne tient pas debout. Et je dis, on ne peut pas éternellement nous tromper de cette manière-là. Je demande aux Camerounais d'être vigilants et je suis content que certains, les téléspectateurs qui disent qu'ils sont déjà armés pour que, quel que soit lambda, que par la voie des urnes, ils mettent ces gens-là hors du pouvoir. Docteur Hubert Essomba, comme on le dit communément après la description du président Olinga, est-ce qu'on ne peut pas se dire que vu la répétition depuis 2012, est-ce qu'il ne fallait pas s'y attendre encore aussi? Moi, je ne crois pas que ça devrait être la règle en réalité. Il ne fallait pas conclure de façon triviale qu'il fallait s'y attendre. Parce que là, ça... Il a parlé d'une ruse politique. Ça veut dire que si cette ruse a été faite en 2012, en 2013, en 2020, est-ce qu'il ne fallait pas naturellement se dire attention, la même stratégie va apparaître en 2024? Moi, je crois que c'est... Un politicien, je suppose qu'on analyse toutes les possibilités quand on se prépare à un scrutin aussi. C'est peut-être pour cette éventualité que le président, M. Olinga, dit qu'il y a effectivement une ruse politique. Parce que moi, je voudrais rester beaucoup plus cantonné sur la régularité, qu'on parlait de la légitimité, de la légalité. Parce qu'à ce niveau, effectivement, il y a légalité et légitimité, comme il a si bien dit. Mais sauf qu'il y a une question que pose le président Olinga. Est-ce qu'il n'y a pas des préalables, parce que la loi est bien encadrée par un arsenal des faits, qu'il faut qu'il y ait telle ou telle chose pour en arriver à telle ou telle situation. Parce que
moi je suis un peu gêné de l'argument interpellant un peu la mobilisation des fonds. Parce que si vous regardez bien l'écart entre février, si ça avait été organisé en février jusqu'en octobre, et maintenant renverser la situation parce que comme ce ne sera pas organisé en février, ce sera organisé maintenant dans l'autre mars, entre octobre présidentiel et mars à côté. Est-ce que l'écart entre le premier écart et le deuxième écart, je ne vois pas, je vois beaucoup plus le rapprochement entre les deux, c'est-à-dire en allant dans le sens actuel. Pourtant, si on avait plutôt adopté le sens de février, on aurait pu avoir le temps pour justement cicatriser efficacement parce que, comme dit le président, on savait qu'en 2018, il y aura ce n'est pas qu'il y aurait, il y aura une élection présidentielle en octobre 2025. C'est bel et bien connu, ça devrait être budgétisé. C'est ça justement aussi les prévisions. Au sorti des élections couplées en 2020, on savait déjà aussi qu'il y aura ces élections aussi en 2025 et tout, puisque le calendrier n'est plus à débattre. Le calendrier devrait justement respecter l'institution. Les institutions sont justement déjà définies clairement par la loi fondamentale. Tout est bien dit là-dedans. Sauf que lorsque certains abordent ce sujet sur le prisme de ce qui se passe au Nozo, moi je suis très gêné. Je ne voudrais même pas qu'on aborde ce sujet sur cet aspect, puisque en 2018, le Nozo se pose, il y a problème. Il y avait déjà la guerre là-bas, et peut-être même que la guerre à cette époque n'est pas comme la guerre au jour d'aujourd'hui. Sauf s'il y a un agenda certainement encore caché que quelqu'un détiendrait les leviers pour aller accuser encore et revenir qu'on parle au passé. Non. Sauf que les arguments sur écarter certains sont ressentis de toutes les façons. Ça sent trop fort? Ça sent quand même. Enfin, quand vous regardez la configuration avec la disposition du code électoral où, pour arriver à être candidat aux élections présidentielles, il faut justement avoir au moins un élu. Et maintenant, lorsque le jeu démocratique qui permettrait d'avoir un élu pour arriver à se présenter en octobre 2025, est-ce qu'on a tenu compte démocratiquement sur cet autre aspect pour permettre au jeu démocratique d'être ouvert? Moi, je parle en nom des sciences. Je n'appartiens à aucune congrégation ou à un parti politique donné pour prendre des partis. Vous faites une lecture scientifique. Est-ce qu'on a pensé à cette disposition? Est-ce que ça n'écarterait pas? Est-ce qu'il n'y aura pas de soupçon, la vision de soupçon, que en envoyant ça, que les élections présidentielles se tiennent avant les élections législatives et municipales, que feront certains candidats dont les idées jaillissent après 2020? Parce qu'il ne faut pas seulement rester cantonné sur ceux qui ne sont pas présentés en 2020. D'autres, certainement, ont eu à développer des projets politiques après 2020 et qui pourront justement arriver à remplir le cahier de conditionnalité en février. Vous avez l'impression que le jeu politique est pipé sur ce coup? À ce niveau, vraiment, c'est très visible. Je suis gêné de le dire comme ça, mais quel que soit le prisme que nous allons essayer d'orienter le débat, de toutes les façons, c'est parce que je vous dis, quelqu'un qui a eu un projet politique en temps qui a réussi à le mûrir et qui a pensé justement pour se présenter à l'élection présidentielle en octobre, devait avoir les élus au Parlement en février. En renvoyant ces élus du peuple en février là-bas, du coup on le renvoie également. Depuis, il est renvoyé et il est aussi renvoyé à plus tard. À ce niveau-là, il y a quand même beaucoup de soupçons à penser que la ruse est assez visible. Benoît Essiga, on aura 2 élections l'année prochaine, présidentielle et régionale, et bien sûr en 2026, municipale et législative, ce qui ne fait pas le bonheur de tout le monde. Le docteur Hubert Essomba dit qu'on a, au-delà des candidats qu'on voit s'affronter depuis 2018 sur la scène politique camerounaise, on en a également qui sont nés entre
entre-temps Bien sûr. et qui comptait sortir des laurières avec ces prochaines échéances qui sont également impactées par cette prorogation qui apparemment ne tient pas compte du jeu politique et est peut-être un vêtement taillé aux mesures du candidat du RDPC. Ce qui met justement tous les autres leaders en rogne à la suite de cette prorogation. Bon, moi je pense que d'abord, chat échaudé craint l'eau froide. En 1992, il faut partir de là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ne regardons pas toujours les conséquences qui ont une cause lointaine parfois. En 1992, paf, élection municipale et législative avant la présidentielle. Il perd les deux. Surprise générale, il perd les deux. Mais, depuis lors, c'est toujours la norme qui est écartée, comme disait quelqu'un, et l'écart qui est normalisé. Depuis lors. Et donc, moi, je pense que, au-delà de tout ce qui a été expliqué, qui est, à mon avis, valable, il y a une autre donnée que je voudrais rappeler un peu. Au Sénégal, Macky Sall voulait doubler. Il voulait repartir. Les partis politiques ont fait tout pour qu'ils ne repartent pas. C'est pas moins cruel au Sénégal qu'ici, puisqu'il y a eu des morts. Puisqu'il y a eu des morts. Oui. Donc, je pense qu'il y a une capacité de mobilisation que le peuple du changement, que j'appelle souvent, doit avoir. Et une capacité d'anticipation. Il vous souvient, Rosalie, qu'à l'une de vos émissions ici, on a commencé à parler de cette affaire de loi sur les partis politiques qui devaient être modifiés pour que si vous voulez investir, il faut que vous ayez été... J'étais présent ce soir-là aussi. Ça va y aller, ça va y arriver. On va arriver à ça. On n'a pas voulu anticiper, mais ça va arriver. Écoutez, lorsque vous êtes Camerounais, en public, en politique, vous devez pouvoir anticiper sur tout ça. On le voit, on voyait venir. Maintenant, on voit les conséquences. Comment on fait pour aller contre les conséquences? Il fallait tirer la sonnette d'avant. Nous, c'est nous là. C'est nous, quand je dis nous, c'est-à-dire ceux qui veulent que les choses bougent. C'est à eux que je m'adresse maintenant. Je ne discute pas. Tout ce que vous avez dit est valable. Et je le dis encore avec emphase. Le jeu politique au Cameroun, c'est un jeu trouble. Et il faut savoir mettre les lunettes quand on est en eau trouble, avec des lunettes d'eau trouble pour pêcher. Et ils les ont. Et ils les ont. Et je pense que nous ferions mieux de les avoir. Maintenant, il y a la présidentielle qui va venir. Est-ce que nous sommes capables de nous mettre en ordre de bataille? Quand je dis nous, les partis politiques qui souhaitent le changement, les organisations de la société civile, les syndicats, les confessions religieuses et tout, pour se mettre ensemble, comme on a vu ailleurs, afin d'aller en rang serré. Voilà la donne qui est entre les mains de ceux qui veulent le changement, qui n'a jamais pu avoir lieu, sauf en 92. Il y a l'argument qui dit, bon, il faut avoir un candidat unique à la présidentielle, que non, on n'en a pas besoin. En 92, il y avait plusieurs candidats, qui se sont échappés du rang de l'opposition de ce qu'on appelait à l'époque Union pour le changement, qui se sont échappés après avoir, entre guillemets, trahi le mot d'ordre de boycott des législatives, qui était là. Ils sont partis, ils sont venus prendre qui 68 députés, qui 4, qui 18, qui, etc. Et ils sont partis à l'élection présidentielle. Il y avait Kindi, il y avait Bello Bouba, il y avait Ndamdjea, qui sont allés affronter à nouveau leur ami d'hier, de quelques jours. John Frundi, qui était le candidat de toute l'opposition. Mais ça n'a pas empêché que cette vague amène Frundi à des niveaux qui n'ont plus jamais été atteints aujourd'hui. Oui. Ça veut dire que c'est ce qu'il faut faire, intelligemment, sans avoir besoin de montrer la stratégie. Et c'est de ce point de vue que moi je dis, aujourd'hui, il y a des choses qui se font, vous l'avez dit. Je ne souhaite pas que les stratégies se disent sur les plateaux de télévision.
Parce que vous venez de dire que vous avez rencontré un certain nombre de gens, on vous a appelé. Mais à la sortie d'ici, si vous êtes guillotiné, on fait quoi? Non, il faut être. Nous n'avons plus peur de ça. Ah oui, mais enfin, mieux vaut là vivant qu'un héros mort. Mieux vaut là vivant qu'un héros mort. Donc, je dis, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se préparent. Et vous m'avez posé la question par rapport à ce qui se prépare sur le plan politique et tout. Il y a des choses qui se préparent, il y a des coalitions. Et nul doute que le moment venu, il peut y avoir une coalition des coalitions. C'est pour ça qu'il ne faut pas éviter qu'il y ait des coalitions, que ce soit par famille, que ce soit d'une manière ou d'une autre. En fait, il faut quelque chose, il faut que ça bouge. Un peu partout. Et après, donc moi je pense que cette affaire, ça sent mauvais, mais on le voyait venir. On en avait même discuté lors de ce point de cette émission-là. Et on disait, ça va arriver. Il y en a qui étaient ici qui disaient, non, c'est des rumeurs. Bon, aujourd'hui, c'est arrivé. Merci. Oui, monsieur le maire. Je voulais dire un mot à la suite de tous ces débats, pour dire que je suis un peu surpris et étonné par le commentaire du président Olinga, qui en même temps fait étalage des raisons politiques que lui, politicien, devrait comprendre. En même temps, il dit ne pas comprendre les raisons que lui-même il cite avec beaucoup d'arguments et de pertinence. Parce qu'on ne peut pas être un acteur politique et évoquer ces raisons et penser qu'on devrait évoluer sans en tenir compte. De mon point de vue, et je crois que c'est comme une fuite en avant. Vous le trouvez naïf sur ce coup? Je ne voudrais pas dire, mais je crains que ce soit le cas. Qu'il évoque des raisons pertinentes pour lesquelles le RDPC n'a pas intérêt à se fragiliser, mais en même temps, il marque son étonnement. Et autre chose. En violant la Constitution. Autre chose. Non, c'est les dispositions légales, quoi qu'il est caché, en présentant des arguties, en présentant des arguments de manque de moyens, les dispositions légales existent. Alors, les raisons se trouvent. Et l'une est que lorsque les circonstances l'exigent, les circonstances, qu'est-ce qu'on y met dedans? Elles peuvent être de plusieurs types, de plusieurs ordres. Et ceux qui sont en charge du gouvernement vous disent que en ce moment, les circonstances ne l'exigent pas. Nous sommes loin du cas sénégalais où quelqu'un était en faux avec la loi et les partis d'opposition l'ont amené à respecter la loi. Dans ce cas, c'est le code qui le permet, qui donne le pouvoir au chef de l'État à travers le Parlement de proroger un mandat. Donc, non, je pense que du banditisme. Et je pense que vous voyez comme les débats se passent, on donne l'impression que le RDPC est déjà battu, qu'on ne peut pas gagner les élections à venir, et justement en 2025, quand on va les gagner, comme ils auront déjà proclamé à l'avance qu'on sera battu, ils vont encore proclamer qu'on a volé. Ils ont, selon eux, tel que notre parti se porte actuellement, si on passe aux élections, on va perdre. Ce qui n'est pas vrai. Mais parce que les RDPC n'est pas organisé. Le RDPC n'a jamais perdu. Le RDPC n'est pas en difficulté en son sein en termes de militantisme. Il ne faut pas confondre les difficultés que l'administration aurait à gérer des affaires publiques avec le RDPC, qui est un parti politique soudé, uni devant son candidat et qui est prêt à affronter toute élection. Et effectivement, le discours qui vise à faire croire que nous avons peur, nous tremblons et que nous allons, si on part, on va perdre. C'est une façon. C'est évident que vous perdez à la de l'État de notre pays. La réalité est que, même jour d'aujourd'hui, si on allait aux élections, si demain on va aux élections, aucun parti politique d'opposition ne totalise le nombre de militants que le RDPC totalise. Ce n'est pas une affaire militante. Les déclarations sur le plateau. C'est une affaire sur le terrain, il n'y a pas un parti qui égale. Mais pourquoi vous fuyez les élections? C'est la gestion de la manque. On ne fuit pas. On tient compte des cirques, et c'est le gouvernement, des circonstances qui l'exigent. Quelles circonstances? Elles sont financières.
Tels sont d'ordre sécuritaire. Depuis 5 ans, on n'a pas prévu qu'il y aura des élections La loi permet de faire cette prorogation. Non, elle n'est pas illégale. Vous n'avez pas à chaque fois utiliser la loi, la tordre, la ranger à votre, la tailler à votre taille et penser que vous allez... Ce sont les possibilités offertes par la loi. De pouvoir l'apartheid était aussi une loi. Oui, c'est ce que l'apartheid était une loi. Ça veut dire que toutes les lois ne sont pas bonnes et ne seront même jamais bonnes. Il y a des lois liberticides. Pour le moment, tant qu'elles ne sont pas modifiées, c'est celle-là qui nous dit de toute façon, mais avant les élections, je voudrais attirer l'attention au discours qui vise à faire croire aux gens que si on passe l'élection demain, le président c'est le parti le plus fort au Cameroun en ce moment. D'accord. Et une fois qu'on a ces élections, ils vont crier au trucage, au vol. Pourtant, on force le terrain. D'accord. J'ai quand même une dernière préoccupation. Organiser les élections en tant que journaliste, je lisais encore justement cette constitution. J'ai vu quelque part qu'avant le dépôt au Parlement, il y avait une obligation de déposer le document au Conseil constitutionnel. Et qui devait justement donner son avis motivé. Président, respirez. Il devait donner son avis motivé. C'est ce que dit la loi. Le Conseil constitutionnel doit être préalablement saisi. Et le Conseil constitutionnel doit donner un avis public motivé. Ça n'a pas encore été fait. Vous voyez qu'on est dans la violation grave de notre Constitution. Bon, il a répondu à la question. Je vous laisse... oui, je pense que, monsieur le maire, vous savez que longtemps après que Nelson Mandela soit sorti de prison, a été président de la République, il était toujours considéré comme terroriste par la loi des États-Unis. On le considérait toujours comme terroriste. À quel moment on l'a découvert? Quand les États-Unis l'invitent et quand on envoie pour faire diplomatiquement les formalités pour partir, la machine plane, on dit que non, terroriste. Vous comprenez la légalité là? Qu'est-ce qui précède l'autre? C'est la légitimité qui précède la légalité. Puisque c'est la légitimité qui donne droit à la légalité. Les élections qu'on fait à l'Assemblée, au Sénat, un peu partout là, c'est pour donner une forme légale à la légitimité du moment. Et maintenant, lorsque nous arrivons à un niveau politique comme celui que nous décrivons ici, si vous regardez trop la légalité, on court tout droit à des troubles possibles. À des troubles possibles. C'est pas parce que le peuple camerounais est, je vais dire, un peu calme. Et respectueux des institutions. Les institutions ne valent, ailleurs on ne respectait pas. Excusez-moi, les institutions ne valent que par les hommes qui les animent. Et s'il n'y a plus la confiance en les hommes qui les animent, de mon point de vue, il faut revoir la copie et éviter tout ce qui peut amener le peuple à reprendre d'une manière illégale, selon la loi, sa souveraineté. La souveraineté appartient au peuple. Les autres ne sont que des mandataires du peuple. C'est le directeur général que j'embauche pour gérer ma boutique. Et le moment venu, je peux aussi le dégager, quel que soit le moyen. C'est-à-dire, s'il dit que bon, je ne fais que rester ici, je vais lui dire, bon, je viens fermer la porte avec le cadenas, comme on fait au quartier. Je ferme, je coupe la lumière, je coupe ceci. C'est illégal selon la loi, mais c'est légitime. Donc, excusez avec les affaires de légitimité. Je crois que quand on parle des affaires politiques, il faut vraiment parler de politique et essayer d'aller, parce qu'on s'avance. Nous voulons être un pays démocratique. Il faut qu'on évite la démocrature. Parce que là, on s'appuie sur des lois. Est-ce qu'aujourd'hui, on est sûr que, oui, l'élection, 71% ou 73%, est-ce qu'on est encore sûr que cette majorité-là, aujourd'hui, est-ce qu'elle s'exprime encore? Il y a beaucoup de choses. Hein, l'égalité, légitimité, 22 500 000 sur 30 millions, sur 7 millions d'inscrits. Vous voyez tous ces calculs-là, on a abouti à une chose. Quand on est mal élu, on dirige aussi mal. C'est tout. Et moi, je pense que ce qui se passe là, nous ne devons pas regarder les conséquences.
C'est déjà consommé parce qu'on n'a pas su... Excusez-moi, qui aime bien châtie bien. Moi, je suis de ceux qui sont pour le changement. Il faut qu'on change. Et le mouvement syndical que je représente un peu ici, doit être à la lutte pour le changement de paradigme. Donc, ce genre de situation doit plutôt nous amener à nous renforcer davantage pour comprendre qu'il n'y a plus de confiance, il n'y a pas de sérénité, il y a la duplicité, il y a la ruse, et donc, il faut qu'on passe par les chemins qui nous permettent effectivement de tordre le cou. C'est ce qu'on appelle le rapport de force. Le rapport de force, ce n'est pas le coup de poing. Il y a un rapport de force qui peut être une mobilisation populaire d'une certaine manière dans les urnes. C'est pas interdit, hein? C'est dans les urnes qu'on dit. On fait parler quelques téléspectateurs, à moins que le docteur... on peut avancer. On peut avancer. D'accord. Bonsoir Tata Rosalie, vraiment pourquoi le régime prend toujours les Camerounais pour des sans-cervelle? N'est-ce pas, c'est depuis 2020 qu'on sait qu'il y a élection en 2025. De toutes les façons, on a déjà tout compris. C'est Yannick Voutsa depuis Damas à Yaoundé. Bonsoir Madame Rosalie, très bon débat. Bonsoir aux panélistes. Pour moi, le RDPC est en train de donner une leçon politique à ses opposants qui ont boycotté les élections municipales et des députés présidents de la République dans son droit. Et ça, c'est la politique. On a Vincent depuis Konda qui nous écrit. Madame Rosalie, bonsoir et à votre panel. Cessez d'inviter. C'est qui? Bonsoir à vous. Ce papa parle de quel peuple? Lequel des papas? Voilà. Moi, j'ai 4 papas sur le plateau. Et tu me dis ce papa, lequel des papas? Et nous parlons du peuple. Et tout le monde là a dit le peuple depuis. Tu me donnes une équation nous qui avons les cheveux à un inconnu. Ah ben tout le monde a les cheveux blancs. Il a les cheveux blancs. C'est compliqué. Donc du coup, même l'argument des cheveux blancs, ça passe pas. Donc du coup, bonsoir Madame Rosalie et le riche panel. Je demande aux représentants du RDPC que pour cette prorogation, quel est l'avis du président du Conseil constitutionnel, Maître Moto Jacques depuis Fumbot. Il vient justement à la question que je me suis posée et que beaucoup se posent aujourd'hui. J'avais couru le lendemain prendre le journal national parce que je me disais c'est là où ça doit sortir. Et le journal officiel justement, c'est pas sorti. C'est pas encore sorti. Ben, normalement ça devrait sortir avant le Parlement. Une fois c'est déjà acté, la position dans prendre du temps, mais dans l'orchestration du processus. Il faut aller au Conseil constitutionnel. Là-bas, vous aurez... Non, mais moi, je pense que c'est l'avis public. Moi, je pense. Et cet avis doit être motivé. Moi, j'ai juste voulu rassembler tous les éléments pour faire le débat de façon propre. Et j'ai dit, ce que j'ai constaté, c'est que c'était la première étape. Le Conseil constitutionnel qui devait rendre public et officiel son avis. Et c'est cet avis que moi, j'allais prendre. Et je dis, je ne l'ai pas trouvé. Moi, je voulais juste comprendre vous, les représentants, pourquoi c'est pas les débats. Pourquoi c'est pas sorti? Parce que vous voulez démontrer ce que le peuple entier en a justement vécu. Or, moi, je crois qu'en l'état actuel, vous auriez peut-être pu dire que il y a des mécanismes peut-être qui ne sont pas visibles à notre niveau ici. C'est ce que j'ai dit en disant que ce qui est sûr, c'est établi, mais pas encore publié. C'est un argument assez tiré. Ça pourrait... Mais quand même vous dites qu'ils se sont déjà rencontrés, alors que c'est des choses qui devraient être rendues publiques. Avant. La procédure simple voudrait que c'est ce que je crois. Et de point de vue, il y avait, je crois, un député ici. Les lois, comme vous dites, nul n'est censé ignorer la loi. Cet argument, je vous dis que ça ne marche pas dans le contexte du Cameroun, puisque les députés même ont très peu les cabinets parlementaires. Est-ce qu'un député est vraiment un sabi, tout comme on dit au quartier, anthropologue et ceci? Il suffisait seulement de mal interpréter une virgule dans une loi pour ne plus la comprendre dans son essence. Moi, je pense un cabinet parlementaire permet donc d'avoir des experts pour pouvoir mieux étudier la loi dans presque tous les sens, mieux l'expliquer. L'idée n'était pas de remettre en question le travail des parlementaires. Hein. J'ai juste posé une question. C'est des défaillances. Voilà, qui n'a pas été clarifié. Bon, maintenant, sur les mécanismes de communication ne sont pas totalement... Je pense que... n'atteignent pas tout le Cameroun. Excusez-moi. Je pense que
dans le dossier qui va au Parlement avec le projet de loi, il doit y avoir tous ces avis. À l'intérieur. C'est-à-dire que comme nous avons lu l'exposé des motifs, on devait également avoir l'avis. Seulement les députés que j'ai approchés... Voilà, il n'y a pas ça. Voilà, justement, c'est bon, il y a la question. Et c'est je la pose à Mondo Vision parce que je n'ai pas compris. Oui. Maintenant, j'espérais que monsieur le maire... je ne suis pas dans le circuit de traitement des dossiers. Voilà. Moi, c'est parti sans avis. C'est ce qu'il fallait dire. Non, personne n'est pas dit. C'est une bonne réponse, il a dit qu'il n'est pas dans le Il quitter l'affaire. Pas sûr que c'est un élément agréable au dossier. Alors que l'avis doit être... Puisqu'on dit l'avis, Et puisque l'avis, c'est pas La vie n'est pas liée au projet. La vie, c'est l'avis du Conseil constitutionnel. C'est lié. c'est un avis obligatoire. Non. Il doit être comment? C'est la vie. Ça doit même pas être pas lié au projet qui est à l'Assemblée. C'est un avis C'est une obligatoire. étape. C'est obligatoire. C'est une étape. Prendre l'avis du Conseil constitutionnel. Ce n'était qu'une question, hein. On va continuer Est-ce que à dans le projet, suivre. on a vu l'avis? Non, La vie n'est pas justement... Non, il faut mettre vu la vie puisque la loi le prescrit. Comment? On est là, quand même Je ne pas. suis pas au Parlement, je ne peux Non, pas vous parler ne de devez pas être là pour question. savoir. Nous, on est je vais la reposer à l'honorable Koutpit Adamou, en principe qui devait être là ce soir, Non, et ils qui n'ont a pas dû eu. Il n'y a décaler. rien dans le dossier. Mais l'information Il n'y a que j'ai rien. reçue, Il c'est n'y a qu'ils pas. n'ont pas Non, lu rien. et qu'on n'a pas lu. Donc du coup, ils savent d'office que ça n'existe pas. Et à partir de là, c'est encore... Bon, on va régulariser. Après, Voilà. Voilà. On va régulariser. C'est ça, Parce qu'il y a une Ce violation. n'est pas le plus C'est une violation grave de la Constitution. Bonsoir, la Rosalie nationale. Belle émission. S'il vous plaît, posez la question à monsieur le maire de dire à Mondo Vision au Camerounais que le Cameroun se porte bien s'il croit en ce qu'il dit. Merci. C'est le coach Freddy Ngos. Mais il n'y a aucun Non, pays il au dit seulement monde. de dire que le Cameroun va bien. C'est une phrase. Je réponds. Ou pas. Je Non, réponds. tu ne réponds pas, il n'a pas posé une question. Il t'a demandé, il m'a dit, demande, dis à monsieur le maire, de dire à Mondo Vision, le Cameroun se porte bien s'il croit en tout ce qu'il a dit depuis le début de l'émission. Aucun pays au monde ne va bien. Bon, dans ce cas, je peux lire. Aucun pays au monde ne va bien. Rosalie, c'est encore Samuel. Je vais prendre le début. Bonsoir Rosalie. Que les opposants arrêtent donc avec les pleurs, car tout est déjà acté. À ce moment, leur rôle est de travailler pour présenter un candidat unique pour battre le régime. Rosalie, c'est encore moi. Pour pouvoir présenter un candidat unique, il faut taire les égos et le messianisme. Et c'est là où le régime chicote toujours ses opposants, c'est moi ou rien. Mais Rosalie, tes opposants pensent que la politique, c'est l'amour dans un lit conjugal. Ils sont toujours en train de pleurer au lieu de chercher des solutions pratiques pour la bataille sur le terrain. Quelqu'un a écrit. Pleurer quand on demande... Bonsoir, très cher aîné. C'est ça, pleurer. Pour la prorogation Vous des voyez, mandats, le je citoyen n'ai vous pas a- d'argument, ça me dépasse seulement. Achille aimé depuis ça. Ah, je parle du papa en veste bleue. D'accord, voilà qui est plus clair. Bonsoir le panel. Le R a l'habitude de créer des vides juridiques dans les lois pour en profiter malhonnêtement. C'est le même cas avec les mandats des membres du Conseil constitutionnel et les motifs des sous-préfets pour interdire des manifestations. Le représentant du R confirme que c'est dans l'intérêt de son camp cette prorogation. Vive la carte d'électeur. Aristide depuis Soa. Bonsoir Madame Rosalie, jolie boucle. Je pense que le grand R a prorogé ces élections pour avoir le temps de mettre les bâtons dans les roues des autres partis politiques afin de contenir le gouvernement des vieillards et de continuer avec le système zombifié qui tient bout et tête à ne pas lâcher le pouvoir aux autres partis politiques. C'est depuis Garoua. Autre réaction. Bonsoir ma rose préférée. Je pense que l'opposition devrait cesser de se plaindre car elle savait que cette prorogation allait avoir lieu. Le pouvoir en place n'est pas prêt à céder le pouvoir. Ils sont prêts à tout pour le garder alors que l'opposition se focalise sur les législatives et municipales afin de contrôler l'Assemblée nationale et apporter une force alternative au pouvoir exécutif. Tout se passe au Parlement. Que nos supposés opposants arrêtent de penser que la présidence est l'aboutissement de son combat. Madame Rosalie, s'il vous plaît, redéfinissez votre émission car il y aura un tsunami très bientôt. Ne prenez pas les Camerounais pour des cons. L'honorable d'hier nous a traités d'imbéciles. On le saura s'il a raison en 2025 et 2026. Tom depuis Douala. Attendez, hein, le grand soir, quel problème? C'est le nom de notre émission. On ne va pas changer le nom parce qu'il y a les élections au Cameroun. C'est le grand soir. Voilà.
Si les élections sont venues nous trouver, nous on va rebaptiser notre émission parce qu'on fuit les problèmes pour devenir quoi? La grande nuit. Le grand matin. La grande élection. Le banditisme politique au Cameroun est une règle. Il est plus difficile d'entendre qu'un ministre ou DG a détourné 100 milliards, mais pour préparer les élections l'année à venir, on invoque l'incapacité financière alors que le budget de 2025 n'est pas encore voté. L'écart de la norme et la norme de l'écart est devenu un mode avec le régime en place. Mohamed depuis Marois. Bonsoir le panel. Madame la journaliste fait cette prière à monsieur le maire. Que sa vie marche comme le Cameroun de Paul Biya et qu'il réponde Amen. Amen. Ah oui. Monsieur le maire, vous oui, pouvez si répondre Amen. Ainsi soit-il. Allez, on va à présent en Italie retrouver monsieur Ndobo Basile. Bonsoir Rosalie au panel. Je suis certain que monsieur Biya a pendant des décennies pulvérisé une substance dans l'air pour émasculer les Camerounais. Rosa, vous vous souvenez la dernière manifestation citoyenne des Camerounais pour dire leur ras-le-bol par rapport à une décision du gouvernement? À quoi sert la société civile? Les syndicats? Rien, nada. Les Kenyans ont dit non à l'augmentation des prix des produits alimentaires. Au 237, nous sommes des zombies ambulants. C'est monsieur Ndobo qui nous écrit depuis l'Italie, Ferrara en Italie ce soir. Que lui, il est en Italie là-bas. Waouh, au Sombok, monsieur le maire, cette prorogation d'un genre de braquage politique profite au rassemblement des danseurs et percussionnistes nutritionnels. Quel esbrouf à s'éterniser au trône, comme si le triangle était devenu un royaume. Vous vous défendez en disant qu'il n'y a pas d'argent et autres ressources, d'où vous viendra ce rajout afin de rémunérer ces futés et saigner du côté d'un Kolniada, sans oublier monsieur le maire Toundé a joui financièrement et matériellement de la sueur de nous autres. Mon ami Olinga, ils ont peur de vivre l'effet Macron. Ouais, pas comme tout. Et autres classiques opposants du nom Guy est un véritable stratège. Le nom Guy est un véritable stratège de la ruse politique. Olinga, on risque de te fesser comme le feu Samuel Ebois. Nos enfants ont droit à une éducation de proximité où les gouvernants devraient financer les besoins de nos enfants à l'école pendant que les parents, eux, financent leur éducation. Ouais, mon ami Majesto Ndondo est en train de voir ce beefsteak saignant. Ah, il a réagi une fois à la troisième thématique. Lui être enlevé de la bouche. Qu'en est-il de la décentralisation sans paquet minimum? Et à me questionner, ce machin de APE sans suivi et contrôle sert à quoi? J'espère que la décision ministérielle est formelle. Massok Thomas qui a pris un peu les devants. Bonsoir Rosalie à ton riche panel. Je voudrais savoir, y en a-t-il une autre option de se présenter aux élections présidentielles si on n'a pas de députés et conseillers municipaux? Je pense au cas de Cabral Libye en 2018 avec le PCRN qui n'avait pas de ses représentants. Bonsoir Rosalie à ton riche panel. Je voudrais savoir, y en a-t-il une autre option de se présenter aux élections présidentielles si on n'a pas, voilà, c'est la même question qu'il a répétée. Bon, déjà, il faut qu'il fasse une différence. Cabral Libye s'est présenté à la présidentielle avec Univers qui avait un conseiller, notamment le professeur Kounvondo. Voilà. Donc, il n'a pas eu ce problème. Il allait avec le PCRN au municipal et au législatif. Donc, là-bas, il n'y avait pas de conditions. Donc, il faut avoir cette précision-là. Il avait été investi par le professeur Kounvondo avec Univers pour être candidat à la présidentielle. Bonsoir Rosalie au panel. Pardon Rosalie, dis au monsieur du RDPC de laisser les autres s'exprimer. Margot depuis PK10. Bon, il a arrêté qui aussi? Bonsoir madame... Rosalie, je voudrais coller un mot au débat de ce soir. Pourquoi célébrer la prorogation du mandat des gens inconscients qui contribuent plus à spolier les institutions de la République qui ne comprennent rien à rien de la souffrance du peuple souverain qui les ont élus? Quand bien même nous soyons RDPcistes, nous devons à un moment donné travailler pour la nation, pour le Cameroun, pour rendre nos institutions crédibles et démocratiques, pour instaurer une véritable justice sociale, gage du vivre ensemble. Les très mauvaises habitudes alimentaires de nos élus du peuple au Cameroun nous dépassent et nous désespèrent et nous déçoivent. On a l'impression d'avoir été trahis par les députés et les conseillers municipaux au Cameroun. Tout projet de loi passe comme une lettre à la poste dans nos institutions, Assemblée nationale,
nationale et Sénat. Nous avons l'impression d'avoir élu des caisses de résonance glutamane, kleptomane, en quête d'enrichissement illicite dans nos assemblées et Sénat du Cameroun. Tout pour eux et non et rien pour les autres. La politique d'exclusion est ancrée dans leur ADN. Il faut manger tout le budget du Cameroun et manger même le Cameroun avec son peuple réuni. Le président de la République n'avait-il pas déclaré qu'il voudrait que le peuple camerounais se souvienne de lui comme le précurseur de la vraie démocratie et toutes les libertés dans notre pays, le Cameroun? Est-il même au courant de tous vos manigances-là pour la pérennisation de sa fonction présidentielle? N'avez-vous pas des parents âgés dans votre famille? Pourquoi cette obsession punitive dans votre parti? Qui ne comprend pas qu'une très bonne retraite bien méritée augmente le nombre de vies d'un patriarche qui a tout donné pour son pays? Pourquoi voulez-vous toujours que nos parents meurent en fonction, même quand ils n'ont plus de force pour assumer de manière efficace, efficiente, high energy, mushroom, leur fonction? Le Cameroun appartient-il à une minorité de députés, sénateurs et conseillers municipaux? Ne savez-vous pas qu'on peut se présenter à l'élection présidentielle sans même être dans un parti politique qui... c'est long. Non, je m'arrête. Je crois que le coup de gueule était trop fort. Je m'en vais chuter. Que Dieu sauve le peuple camerounais. Le peuple camerounais lève les yeux vers le ciel, d'où leur viendra le secours qui viendra du Créateur de toutes choses sur la terre. Le premier des premiers, le seul juge dont ces décisions sont sans appel. Bonsoir à vous. C'est le coach Lemdio Kenvo Jean-Claude, de retour à Yaoundé. Après une longue période de maladie. Bon retour, coach. Hein. Là, c'est l'entrée en matière trop musclée. Je n'ai même pas pu lire la totalité de ton message parce que je pense que tu as mis toute ton énergie dans ce message-là. Et du coup, il est hyper long. Je ne peux pas faire autrement puisque je dois faire évoluer l'émission sur le plateau. On fait un dernier clin d'œil du côté du Burkina Faso. Madame, voilà quelque chose, malheur est bon, je m'explique. Quand d'une manière involontaire poussée par le RDPC à la faute. C'est bien cette prorogation. Davantage, les Camerounais vont s'inscrire massivement pour être majoritaires à l'Assemblée nationale en 2026 pour rendre donc ingouvernable le système RDPC. Observez ce qui se passe aujourd'hui en France. Macron, croyant dissoudre l'Assemblée, allait renouveler le Parlement en majorité à sa cause. Vote politique grave. Vote politique grave. Profitez en cas aucun parti politique ne peut gagner le RDPC à la présidentielle. Quand l'opposition sera majoritaire, vous-même vous verrez. C'est Paul depuis Ouagadougou. Effectivement, c'est sous le règne de Barack Obama que les Américains ont levé la sanction du terrorisme sur Nelson Mandela. Il confirme ce que vous avez dit sur ce plateau. Bonsoir la belle Rosalie nationale. Encore plus belle ce soir. Le RDPC a toujours été ainsi, toujours en train de ralentir le mouvement politique lorsqu'il se sent en danger. Pourquoi proroger les mandats? Le papa en lunettes, là, tu défends ta mangeoire. Encore mon papa ici. Bon, c'est vrai que là, sur ce coup, non. On sait qui défend. Il a dit en lunettes, là, tu défends ta mangeoire, mais sachez que même si vous renvoyez les élections en 2030, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura changement. Nous sommes fatigués du R. C'est Marie depuis la Guinée équatoriale. Nous, on va parler à présent d'éducation dans le cadre de cette émission. On va jouer du temps qui nous reste pour revenir sur cette sortie de la ministre des Enseignements secondaires, Nalova Lyonga, qui a donc décidé de suspendre la collecte des frais d'APEE et d'examen par les établissements publics. Si vous voulez bien, on va lire sa communication pour ne pas... Oui, créer des polémiques. Des polémiques, voilà. C'est donc signé de la ministre, qui le délégué qui distribue au niveau des délégués régionaux. On y va donc, suspension de la collecte des frais pour le compte de l'année scolaire, donc 2024-2025. Oui. Mesdames et messieurs les chefs d'établissement publics, sous couvert, messieurs les délégués départementaux. Donc je suppose que ce sont eux qui iront fouiner tout ça. Sur instruction de son Excellence, Madame le ministre des Enseignements secondaires, la perception des frais exigibles d'examen d'APEE dans tous les établissements publics pour le compte de l'année scolaire 2024-2025 reste formellement suspendue jusqu'à nouvel ordre. Toute dérogation à cette instruction ministérielle sera sévèrement punie. Je sais pouvoir compter sur votre sens habituel de la responsabilité. Il a envoyé aux délégués et puis les délégués ont fait des communications aux délégués départementaux. Et c'est quoi, tu veux ouvrir le bal sur ce sujet? Non, elle va donner à quel... Qu'est-ce qu'il y a?
Tu me donc dire que quoi, pressé comme ça sur Ouais. ce que Nalouva Lyonga a dit. Sans me ramener en arrière. Non, je ne pas. On y va donc. Qu'est-ce qu'il y a? Merci. Je voudrais prendre la parole justement pour préciser que d'abord, c'est une note qui sort d'une région, pas du ministère. Ça, je sais. Voilà. Et je redis ce que j'ai dit. Oui. Recommence. La note ministérielle a été envoyée dans toutes les 10 régions. Oui. Et les 10 régionaux ont décidé d'écrire aux départementaux. Et ce n'est qu'un exemplaire pour pouvoir rendre officiel. On peut avancer maintenant? Ok, avançons. D'accord. Ceci pour dire que cette note, cette instruction est une mesure conservatoire Oui. qui vise, n'est-ce pas, à protéger les fonds de l'APE et des examens dont on a constaté de par le passé que les chefs d'établissement qui étaient en poste avant les nominations trouvaient des subterfuges pour faire dépenser cet argent. Et quand donc intervient les nominations, soit en septembre ou en cours d'année scolaire, le nouvel responsable qui arrive trouve que les caisses sont vides. Oui. Et je pense que cela, une fois de plus, est une mauvaise façon de gouverner ou alors de gérer l'administration qui n'est pas le fait, une fois de plus encore, du RDPC, mais des citoyens camerounais qui sont, n'est-ce pas, appelés à rendre des services publics. D'accord, je veux comprendre. Voilà. Qu'est-ce que tu mets dans mauvaise gouvernance ou mauvaise gestion? Je mets dans mauvaise gouvernance une certaine administration, des fonctionnaires qui ne sont pas toujours du RDPC. Des fonctionnaires, donc moi je parle des citoyens camerounais. Analyse la décision de Madame la ministre. Elle veut amener à protéger les fonds, les fonds de l'APE et des frais d'examen contre ces mauvais dirigeants, ces mauvais responsables qui, avant la période d'affectation, se précipitent souvent à gérer ces ressources en vidant les caisses. Et quand arrive le moment des nominations, par exemple, tu es directeur du CS, pendant la période des vacances, les enfants s'inscrivent et parfois on exige, pour ceux qui sont en classe d'examen, de s'inscrire en payant les frais d'examen. Malheureusement, avant le début de l'année scolaire, on procède à des nominations. Ces directeurs sont affectés ailleurs. Ceux qui arrivent en remplacement trouvent que le directeur partant a déjà vidé les caisses. Donc si je par comprends mesure bien, de conservation. ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de frais d'APE. Du tout. Donc il y aura toujours il y aura bel et bien. C'est une suspension ponctuelle pour éviter justement. En fait, on a juste décalé le temps. On a suspendu de façon momentanée pour, n'est-ce pas, éviter à ces mauvais gestionnaires qui ne sont pas que du RDPC, mais des fonctionnaires camerounais, des citoyens camerounais, à ne plus avoir ce genre de comportement. Donc pour ceux qui jubilaient déjà en se disant qu'on n'aura plus d'APE au Cameroun, les Noirs, ils se foutent bien le doigt à l'œil parce qu'en fait, il s'agit juste de décaler la date de versement de cet argent et peut-être le processus aussi. Parce que si on regarde ce qui est en train de se dessiner à l'horizon, ça veut dire qu'on risque de ne plus verser les frais d'APE dans les établissements ou les frais d'examen, mais ailleurs. Parce que si déjà on ne les donne pas aux chefs d'établissement, il y a cette possibilité qui s'ouvre ou bien? Non, je pense que si j'ai bien suivi ce que vous avez lu. Oui, c'est pourquoi j'ai préféré lire. Pour ne pas... Une instruction de son Excellence, Madame la ministre de l'enseignement secondaire, suspend jusqu'à nouvel ordre. Oui. Jusqu'à nouvel ordre. Ça suspend. Ça veut dire qu'il n'y a pas. Jusqu'à ce qu'on rétablisse. L'argument là, il y a beaucoup d'autres choses qui ont certainement fait qu'elle suspende. Mais c'est suspendu, ça veut dire que si elle ne lève pas avant les rentrées, on ne prend plus les APE à ce moment-ci. Et les frais d'examen? Je n'en sais rien. Non, oui, puisque ça va. On a dit frais APE et frais d'examen. Est-ce qu'on peut ne pas finalement pas les frais d'examen qui va composer? Je parle en tant que parent d'élève. Je ne m'occupe pas des frais d'examen. Tu n'as pas un enfant en classe d'examen? Non, attends, ce n'est pas moi qui les paye. C'est pas toi ça vient de l'administration, des frais d'examen. Non, tu payes les frais d'examen de ton enfant. C'est les parents. Attends, c'est les frais de dossier. Oui, c'est ça les frais d'examen. Mais alors, qui va payer? C'est l'administration peut-être. Je ne sais pas. Mais oui, écoutez, elle a suspendu. Moi, je pense que je n'ai aucun problème avec cette suspension. Moi, je veux même qu'elle annule. Je souhaite qu'elle annule. Parce que
c'était devenu une épargne. Je vais vous raconter une petite anecdote. Bien sûr. J'habitais le quartier, mais l'un de mes enfants était à l'école départementale. Il y a une de mes filles qui était à la maternelle de l'école départementale. Et à l'occasion de l'Assemblée générale des parents d'élèves de cette école, on devait faire l'élection des membres, des membres du bureau et tout ça et tout ça. Le président sortant étant mort, celui qui s'est présenté était un substitut de procureur. Avant qu'on ne commence les opérations, j'ai levé la main et j'ai demandé si le procureur, son enfant ici, dans cet établissement. Alors, la directrice a dit oui, non, laissez. Bon, il faut d'abord qu'on finisse l'élection. Je lui ai dit non, madame. Ce sont les parents d'élèves de cette école qui doivent se présenter pour être président. Oui, ça a été houleux partout. C'est comme si elle avait travaillé les gens. Oh non, il ne faut pas faire comme ça. Vous aimez toujours ça et tout et tout et tout. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai enlevé mon enfant de cet établissement. Je l'ai inscrit ailleurs. Donc, il faut comprendre que quand le mal est dans quelque chose, il faut l'extirper. C'est-à-dire les mesurettes qui tendent à dire oui, on va essayer d'enlever ça pour que ceci, pour que cela. On n'a pas besoin de défendre un parti. On défend la mauvaise gouvernance. La plupart du temps, lorsqu'on accuse le RDPC, c'est parce que justement, la majorité des responsables passent d'abord par cette case-là avant d'être nommés. C'est la réalité, sauf des cas exceptionnels. Donc, moi, je pense que c'est une note qui tend à assainir. Et je pense que ça doit revenir même à une orthodoxie, parce que s'engager à une APE ne devrait pas être obligatoire. En principe. C'est une association. Justement. On n'a pas le droit de m'obliger à y aller. C'est du chantage. C'est donc une obligation désormais. C'est ce qui entraîne ma prochaine question, Dr Hubert Issoumba. En principe, c'est les parents d'élèves, à travers l'association des parents d'élèves, qui devraient garder cet argent. Mais quand on écoute cette note, on comprend que c'est les chefs d'établissement désormais qui prenaient cet argent. Ça veut dire qu'il y avait déjà un problème à la base dans la gestion des frais d'APE au Cameroun. C'est vrai que moi, je ne suis pas chef d'établissement. Et à la lecture de la note, il faut déjà d'abord préciser aux populations qu'ils ne comprennent pas qu'on a enlevé ces choses-là. C'est comme exactement expliqué M. Romer, que le paiement est suspendu pour l'instant. Ça, c'est d'un. De deux, j'ai suivi de bout en bout le texte là. Il me semble qu'il y a quand même une petite maladresse dans la rédaction de cet arrêté, parce que en fait... C'est pas un arrêté. C'est une correspondance. Une instruction. Parce qu'en fait, je crois que depuis 2 ou 3 ans, ou 4, sinon un peu plus aujourd'hui, il y avait une autre instruction dans les établissements publics secondaires, où on ne verse plus rien là-bas. Vous arrivez... Dès que vous avez le quitus, soit c'était la société Orange, donc il y avait des contractants. Orange, MTN, les banques, ainsi de suite. Vous voyez donc, ces contrats, il me semble, rencontré des problèmes il doit y avoir un renouvellement qui n'est pas forcément tacite. Ça veut dire que si quelqu'un aujourd'hui, lui il arrive à aller verser cet argent dans ces sociétés-là, et que par après, cette société n'est plus retenu par l'administration centrale, votre argent, je ne sais à qui est-ce que vous allez le réclamer. Donc vous voyez, c'est en train de ramener des choses d'une certaine manière de faire. S'il y a les parents, s'il y a les chefs d'établissement qui, je ne sais pas, plus que l'arrière-pays n'est pas toujours outillé de toutes ces choses-là, prenez de l'argent, peut-être ça répond aussi à l'argument que M. Romer avait, c'est-à-dire que vous n'êtes pas convaincu que vous serez encore à la tête de cet établissement l'année scolaire 2024-2025. Parce que c'est bien précisé. Il va falloir que les choses se reprécisent. Et maintenant, on donne donc quitus à ceux de l'arrière-pays, justement, qui ne sont pas outillés dans des organismes dont on peut aller payer facilement là-bas. Et ceux des zones urbaines vont justement reprendre leur orthodoxie pour les différents paiements. Parce que
quand même on dit le chef d'établissement, moi je ne sais pas comment ça peut en arriver à ce stade, puisque chaque établissement a l'intendance. Ou alors en comptable. Oui. En principe. Dans les CS, donc on appelle l'économe. Au CS c'est l'économe et au lycée c'est l'intendant. Mais le chef d'établissement se retrouve impliqué ici. Ça, moi je ne. Je vous envoie une autre question. Oui. En association. Le trésorier et le président. Normalement, c'est comme ça, puisque l'association a son trésorier. Et son président. C'est le président qui gère la caisse. Et c'est le président qui gère la caisse. En principe, alors, comme nous avons des mécanismes, je ne peux pas le nier, sauf si je suis de mauvaise foi, qu'il y a donc justement des chefs d'établissement véreux qui, ça ne devrait pas être une règle générale pour tout le monde. Parce qu'il y a des associations dans certaines établissements qui fonctionnent effectivement. Où vous avez un président qui n'a pas donné quitus pour une quelconque sortie, il n'y aura jamais de sortie. Quel établissement? Et il y en a beaucoup. Non, c'était moi seulement 2. Moi, j'ai même envie d'envoyer les enfants là-bas. Quel établissement? Bon, si je vous envoie par exemple dans mon lycée en Colbier, ça va vous embarrasser. Oui, oui, je compte un Colbier. Oui, à Fanoï aussi. Non, seulement dans ton village. Non, c'est pas seulement dans mon... C'est pas seulement mes villages là-bas. Même chez moi aussi. Hein. Non, je vous dis qu'il y a des établissements qui ne connaît pas fait ce genre de dans l'arrière-pays. Pas forcément dans l'arrière-pays. On peut trouver dans certains. Vous croyez que la corruption n'est seulement qu'en ville, il y a aussi la corruption au village. Mais comme d'ailleurs même déjà que c'est réduit, vous faites un budget estimatif de 1 million ou 500 000. Au village, on vient payer en compte-gouttes 2 000, 1 500. Ça veut dire que les mécanismes de vol deviennent un peu compliqués. Donc du coup, on n'est pas intéressé. Même d'être citoyen. Vous comprenez que si tu vas par exemple au lycée Leclerc à Yaoundé, c'est pas pareil. On parle en termes de millions. Donc, des centaines de millions. Donc ça ne peut pas être pareil. Là, je vous comprends. Là où il n'y a pas d'intérêt, on ne peut pas avoir de bagarre aussi. Il faut bien qu'il y ait le gombo pour que le président, le directeur, le trésorier s'éclipse. Donc, madame, le vote s'achète même. Madame le ministre demande donc de ne plus verser de l'argent dans les caisses des établissements. Donc vous qui allez inscrire vos enfants en début de cette rentrée scolaire, en tout cas à partir de ce moment, pour l'instant, ne versez pas des frais d'APE et des frais d'examen. Gardez sur vous, allez inscrire juste vos enfants parce qu'apparemment il faut nettoyer un peu avant de relancer. Puisque les termes peuvent augmenter encore. Bon. C'est toute une quantité de choses. Docteur, je vous dis la vérité. Docteur, il ne faut pas réouvrir une vanne là-bas que les timbres vont augmenter. J'ai dit ne peuvent, je n'ai pas dit vont. Ne nous faisons pas la réflexion dessus. Comment tu vas encore augmenter les timbres? Le dossier ne s'applique pas comme ça. Le dossier d'un examen, c'est un ensemble de tout comme ce que vous appelez frais exigibles, même de l'APE. On le sait, rassurez-vous. Voilà. Oui, mais quitte des établissements privés? C'est la même. Non, pour le propre établissement privé, c'est le business de quelqu'un. C'est le privé. C'est le privé. Elle a précisé public. Le dossier de là-bas n'est pas comme un dossier. Quand on augmente 5 000 dans l'argent des fonctionnaires, on augmente 5 000 dans l'argent des employés du privé. C'est seulement l'argent là-bas, vous allez venir gérer. C'est l'affaire régalienne de l'État qu'on a conseillé. Bon. Président, oui. Sauf que ce qu'il soulève n'est pas faux. Seulement dans les établissements privés, le fondateur en fait son affaire. Non, difficilement on utilise l'expression APE. Pourquoi il doit en faire son affaire? Non, je veux dire qu'on utilise difficilement l'expression APE. Oui. Donc du coup, ça n'existe pas. L'APE, très souvent, ça entre dans le monde ne le sent pas. Parfois, on va dire frais de bibliothèque, frais de ceci, mais APE au privé, non, on ne connaît pas. Donc, c'est pour le public. Moi, je n'en sais pas aussi. Je trouve que la décision de Madame la ministre n'est pas en soi une mauvaise décision. Mais elle traduit pour moi une espèce de gêne, parce que des dysfonctionnements. Si les choses étaient bien faites, je pense que Madame la ministre ne serait pas en train de sortir ce genre de correspondance. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que... c'est le correspondant, c'est pas Madame qui a sorti la correspondance. Non, mais elle a donné une instruction. Elle a donné une instruction. Qu'on devait justement réunir au sein des sectoriels et que les délégués départementaux relayaient alors l'information au niveau des chefs d'État. Oui, l'instruction suspend. Oui. N'est-ce pas? Le paiement des frais d'APE et les frais d'examen. Oui. Je dis donc que c'est un dysfonctionnement. En réalité,
ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que si les choses étaient bien faites, on ne serait pas en train d'attendre que Madame le ministre, je ne sais pas, elle attend peut-être octobre ou novembre pour nommer les différents responsables. Je pense pour ma part qu'on devrait avoir un système qui permet qu'au moment où les enfants partent en vacances, que 3 semaines après la publication, par exemple, des résultats, examens, ou 2 semaines des examens, qu'on procède au redéploiement du personnel. C'est logique. Ouais. À ce moment, on ne sera pas obligé de dire on suspend. Parce que en début du mois de juillet, on devrait déjà avoir les nouveaux responsables à ces différents postes de responsabilité. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un dysfonctionnement. Un dysfonctionnement. Cette décision, enfin, cette instruction vient simplement consacrer un dysfonctionnement qui ne peut pas être défendu. Madame la ministre, vous attendez quoi pour que les différents chefs d'établissement soient nommés en début du mois de juillet ou alors tout au plus tard le 15 juillet? S'il y a lieu. Bon, peut-être qu'ils sont encore en train de corriger les examens. Il faut attendre, les enseignants vont prendre leur congé à la fin du mois de juillet. Donc, ils n'ont que le mois d'août. Donc, ça veut dire que c'est peut-être ce que vous dites. Je suis tout à fait avec vous, parce que même ces enseignants sont aussi des parents. Tout à fait. Parce que lorsque l'enseignant qui était à Yaoundé, maintenant se trouve en train d'être déplacé pour Douala, il va lui falloir trouver un logement là-bas et... Un établissement. Bien sûr, un établissement. Ce n'est pas toujours assez facile. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est là. En août, par contre, oui, pour vous, c'est possible. D'accord. Donc il faut nécessairement, et si tel est donc le cas, il faut donc préciser, peut-être par une note, que les inscriptions dans les différents établissements publics doivent commencer au mois d'août ou bien au mois de septembre. C'est ce qui a été fait depuis longtemps. Cette note existe. Il y a une commission. Mais pourquoi donc on vient intervenir les maladresses dans puisque nous savons que les inscriptions dans les lycées se font maintenant, les recrutements se font déjà à travers une commission. Mais ces inscriptions se font déjà et les recrutements. C'est ce que nous disons. L'année 2024, on procède au redéploiement du personnel avant le 15 juillet, soit alors on suspend les inscriptions et dit qu'elles ne peuvent commencer qu'après août, au moment où les différents responsables sont déjà déployés. C'est aussi simple que ça. Parce que ça s'apprête à équivoque, on suspend, est-ce qu'on va payer ou est-ce qu'on ne va pas payer? Ce qui est sûr, c'est que les parents doivent savoir qu'ils vont continuer à payer. Il faut attendre que les mouvements des chefs d'établissement se fassent préalablement. Et ça, c'est un dysfonctionnement qui, pour moi, est une forme de malgouvernance. D'accord. Bonsoir, le plateau, être chaque jour à la plage ne signifie pas connaître nager. Que tous ceux qui jouent avec le peuple camerounais depuis 42 ans sachent que la roue de la vie tourne et une justice divine existe et jouera son rôle le jour ou avant. Bonsoir Madame Rosalie, je pense pour ma part que c'est encore une autre forme pour arnaquer les pauvres parents. Alors où en est-on avec la gratuité de l'école inscrite dans la loi d'orientation scolaire de 1998? Sachez une chose Madame Rosalie, il faut qu'on se dise les vérités. Ce sont ces délégués qui poussent les responsables d'établissement à retirer de l'argent dans les caisses de l'APEE pour satisfaire leurs besoins. Je vous dirai une vérité. Il faut savoir que ces délégués sont dans leur bureau, attendent que les responsables d'établissement viennent donner leur quote-part c'est un fait. Allez interroger ces responsables, ils vous le diront. C'est Bruno depuis SOA. Donc c'est un réseau quoi. Bonsoir au panel, l'APEE est normal dans les établissements de brousse où il y a un manque d'infrastructures et d'enseignants. Les frais d'APEE aident à faire les infrastructures et payer les vacataires. Mais dans les grands établissements, ça sert absolument à rien. Pour ce qui est du fonctionnement, les chefs d'établissement gèrent tous les fonds et en fin d'année, ils envoient juste les dépenses au bureau de l'APEE qui monte un rapport à envoyer à la hiérarchie alors que ce bureau ne sait même pas comment ces fonds ont été utilisés et sont incapables de justifier. Monsieur Toundé, les responsables des établissements sont-ils les gestionnaires des fonds de l'APEE? C'est Monsieur Zigli qui pose la question. La note de Madame le ministre est une mesure conservatoire qui dénote des multiples dysfonctionnements au sein de son ministère. Le ministre Bapes procédait au déploiement des responsables en fin juillet. C'est Michel Dodia. Le délégué régional de l'Ouest suspend les frais d'APEE. Or, dans les établissements publics, il y a plus de vacataires que de fonctionnaires. Qui paiera donc les vacataires? Mon professeur vacataire à Tonga.
C'est pas lui qui suspend, c'est la... Bonsoir à tous et bonne émission. En ce qui concerne la suspension de collecte des frais d'APE et d'examen, je pense que c'est pour éviter les arnaques. Mais le ministre devrait aussi penser faire des mutations aussitôt, car il y a toujours des véreux responsables d'établissement qui s'entêtent lorsque ces mutations tardent. Merci et bonne soirée à vous. Bonsoir Madame Rosalie, je salue aussi ton panel. Si ce que le papa du RDPC dit pour justifier la note du ministre est vrai, alors cela montre que Madame le ministre est incompétente. Tous les ministres qui sont passés avant elle faisaient les affectations avant le 15 août de chaque année et cela permettait que le nouveau proviseur ou directeur et son bureau d'APE de bien gérer ses fonds. Avec l'arrivée de Madame Nalova, les affectations des chefs d'établissement se font attendre jusqu'à novembre et décembre. Pourtant, le chef précédent a déjà engagé les dépenses et parfois ces dépenses engagées atteignent souvent les 60% des dépenses de l'année scolaire seulement en 2 mois. Car ces chefs savent souvent qu'ils sont à la fin et qu'ils ne sont pas sûrs de commencer l'année. Ils sont sûrs de commencer l'année, mais ils ne sont pas sûrs d'en finir. C'est regrettable, ce régime RDPC semble avoir reçu une mission du diable pour faire souffrir les Camerounais qui malheureusement sont amorphes. C'est Patrick Dunkofoulou qui nous écrit « La Côte d'Ivoire est dans la place. Comme le dit le monsieur en lunettes de RDPC, c'est la mauvaise gestion au sommet de l'État qui est descendue jusqu'aux autres fonctionnaires pour vider la caisse que les parents ont souffert pour payer ses APE et ses examens. Pour l'avenir de leurs enfants. Comme on le dit chez nous, la pintade regarde la nuque de son dévancier. » Vous avez les citations. Okay. Bonsoir Rosalie. Vraiment, j'ai envie de vomir lorsque j'entends ce que le monsieur du RDPC dit sur cette affaire. Je pense bien, lorsqu'il y a mouvement d'affectation, il y a toujours un registre de passation de service entre le sortant et l'entrant. Après vérification liée à la gestion matérielle, administrative et financière de l'établissement, je ne vois pas l'opportunité de cette note au moment où on connaît que pour avoir le résultat de l'examen de chaque candidat coûte 150 francs par SMS. Imaginez comme le nombre de candidats sur tout l'étendue du territoire. Mohamed depuis l'Omnisport. Bon, pour ceux qui m'envoient des voices, je ne sais pas comment je fais pour lire. Hein. Bonsoir Rosalie, est-ce qu'il faut vraiment appeler ces députés représentants du peuple? Si oui, nous les attendons sur nos chemins. Comment gérer le Fonds national que Sa Majesté Ondondo détient à des milliards de francs CFA? Quand récupère cet argent pour payer les enseignants? Majesté Ondondo est le président national de l'APE. Donc, c'est pourquoi son nom revient bien entendu sur la question. Justement, ça n'arrive même pas. Bon, je ne peux pas jurer. Je ne suis pas avec lui quand il gère. Merci Eugène François Toundé, monsieur le maire. Bon retour chez vous. Merci au docteur Hubert Essoma. Merci à Benoît et Siga qui étaient également avec nous et au président Aimé Cyprien Olinga. Je vous laisse bien sûr en compagnie de votre journal en langue de Shakespeare. Il sera exactement 19h et Hermine Ilouga sera aux commandes. Merci à Ismaël qui était encore derrière les caméras. Mon bébé Célestin Tomo a mixé cette émission. Belvas l'a réalisé. Respect, monsieur Dudonimva. À demain, 17h.